conseille à tout le monde d'analyser vraiment TikTok Shop. C'est ça le futur. Tu peux analyser tel créateur fait tant et tu peux voir chaque créative qui a été fait. Ça va des 1 million par jour à un KD. L'équipe qu'ils ont actuelle pour faire plus 10 M par mois. 10 millions par mois. Ouais. J'ai fait des 10 KD stables avec des désinfectants. Vous avez fait beaucoup de chiffres avec ça? Ça pourrait taper du 40-50 KD, mais stable. Le WhatsApp retargeting, je sais pas si vous utilisez. J'ai vu une data là, d'une marque qu'ils ont fait, le Black Friday, plus de 125K. Un bon tip ce que je pourrais donner, c'est vous avez une ad winneuse, vous testez ce format-là. Je vais le noter parce que j'ai un produit parfait pour ça. J'ai vu des ads tourner qui vendaient ça. On le mettra gratuit. Parce que les autres vous font payer, nous vous le mettons gratuit. Nouveau podcast Master. Aujourd'hui, je suis bien accompagné avec Vincent Hello. et avec Mathéo. Le week-end passé, il y a eu le Black Friday. Ça s'est très bien passé pour beaucoup de personnes. On a pu voir sur Twitter des screenshots à 100 KD presque pour tout le monde, des 50 KD, etc. Comment ça s'est passé pour vous les gars? Écoute, moi, ça s'est plutôt bien passé par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Maintenant, on veut toujours plus parce que c'est vrai que Black Friday, c'est toujours un peu l'événement, on va dire. Mais franchement, avec toutes les années d'expérience que j'ai pu avoir à Black Friday, je dois avouer que c'est jamais le jour qui performe le mieux pour moi. Le samedi et le dimanche sont souvent bien meilleurs en fait que le Black Friday même. Je sais pas si pour vous c'est la même chose. Ouais, pour moi c'était la même chose. Après, nous on s'était fixé à faire tant de chiffre d'affaires durant le Black Friday. Le truc c'est qu'on a décidé de lancer en avance parce que de plus en plus, surtout aux States, ils lancent le Black Friday en avance. C'est-à-dire certaines marques lancent le Black Friday déjà dès 10 novembre. Du coup, ce qui fait que si on lance trop tard, ben on manque de convertir des clients qui pourraient acheter à l'avance. Donc on l'a lancé une semaine avant le Black Friday. Donc dès une semaine avant le Black Friday, on a bien élevé les ventes, surtout avec l'email. Pour moi, l'email, c'est le truc qui rapporte le plus en Black Friday. Après, avec Meta, on savait qu'avec l'augmentation des CPM, si le taux de conversion et l'AOV n'augmentaient pas d'une certaine manière, la rentabilité allait descendre. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé le jour du Black Friday. Ok. On a pu faire plus de ventes, un petit peu plus, mais avec moins bonne rentabilité. Donc non, pour être honnête, je ne vais pas dire mes chiffres le jour du Black Friday. Je ne veux pas exposer mes chiffres parce que c'est ce que font la plupart des personnes. Ils exposent les chiffres qu'ils font durant le Black Friday. Voilà combien je fais. Alors que ce qui compte, c'est les résultats que tu arrives à faire tout du long de l'année. Nous, on s'était fixé, je pensais pouvoir faire 300 KD durant le Black Friday. Yes. Et je vais être honnête, on ne l'a pas fait. Mais c'est pas grave parce qu'on travaille pour l'atteindre, même en dehors du Black Friday. Faut pas oublier que, comme tu dis, il y a cette période décembre où c'est qu'il y a beaucoup d'e-commerçants arrêtent, c'est qu'il y a janvier où c'est que beaucoup d'e-commerçants sont en vacances. Puis après, il y a le nouvel an chinois qui vient un peu compliquer les choses, mais on en parlera après. Mais moi, il y a une chose que j'ai vue et c'est parti d'une erreur. Et des fois, les plus belles choses qui nous arrivent, des fois, ça part d'erreur. Et en fait, j'ai laissé mes créas du Black Friday tourner après Black Friday. Et en fait, j'ai jamais eu des aussi bons ROS sur mes créas. Parce que je pense, après, je sais pas, c'est un peu de la psychologie de comptoir, que humainement, les personnes voient la pub et se disent « Ah, ils ont oublié d'enlever le prix de Black Friday, donc je vais vite en profiter, je suis là avant tout le monde. » Et en fait, ça a créé quelque chose où je me retrouve avec des ROS à 3-4, alors que je tourne avec des créas qui pourraient être, on va dire, démodés. Oh, moi, j'ai pas coupé Black Friday. Hein. Et du Je laisse coup, tourner jusqu'à que ça marche. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Toi aussi? C'est ce que j'analyse chez beaucoup de personnes. Là, ça tourne toujours en Black Friday une semaine après. Enfin, aussi Cyber Week, là. Mais pareil pour moi, pour les résultats. Ça veut dire le vendredi, tout le monde fait beaucoup de chiffre d'affaires. D'ailleurs, j'ai les chiffres. Du coup, il y a eu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires sur le Black Friday. Et sur tout le week-end, il y a eu 11,5 milliards de chiffre d'affaires générés que sur Shopify. Donc, si on prend WooCommerce et les autres, il y a eu des sommes astronomiques. Et Amazon encore. C'était, je pense, également très intéressant. Mais justement, le vendredi, pareil, pour moi, il y a des gros chiffres, mais le bénéfice, il n'est pas forcément plus élevé que les autres jours. Il est même peut-être moins parce qu'il y a eu plus de concurrence. Et samedi, c'était une journée avec moins de chiffre d'affaires, mais plus de bénéfices. Donc pareil, pour ça, je vous rejoins totalement. Et pour les ads aussi, le Black Friday, il commence bien avant le Black Friday et il finit bien après. Et si on laisse tourner les ads, pour moi, c'est pas uniquement que le client il croit qu'on a loupé ou laissé la publicité par erreur, mais que en fait, Black Friday, il peut s'étendre et le client, de plus en plus, il sait que c'est plus étendu que juste le vendredi, quoi. C'est ça, parce que moi, j'aurais tendance à me dire, bon, le Black Friday, c'est fini. Maintenant, on passe à Cyber Week ou alors on passe à Christmas Time, parce que c'est vrai qu'on est le 4-5 décembre.
Et c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut commencer à faire la pub pour tout ce qui est cadeau de Noël, etc. Et c'est pas forcément intuitif de se dire, bon, je lance une campagne pour Christmas, je lance une campagne Cyber Week, et en même temps, je garde ma campagne Black Friday. Mais en fait, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, quoi. Selon vous, c'est quoi les erreurs que vous avez fait ou les points importants, les wins que vous avez eu durant ce Black Friday que vous pouvez partager? Les erreurs que je referai plus Mhm. pour le prochain, je pense que c'est au niveau des emails. Je pense que j'ai pas été assez bon au niveau des emails. J'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai eu des bons résultats, mais euh, je sais que l'année prochaine, je ferai totalement différemment. Et d'ailleurs, ce que tu as expliqué durant le premier podcast de tout ce qui est acquisition de leads, je pense que c'est totalement game changer. Et justement, je vais te demander si toi, justement, quels avaient été tes retours par rapport à cette stratégie, parce qu'en tout cas, de loin, j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne. Ben, écoute, ça a été plutôt positif. Après, je n'ai pas encore analysé totalement les chiffres. Je sais qu'on était rentable, mais parce que, comme je l'avais expliqué, ou je sais plus si je l'avais dit, tu acquéris du lead pour ta liste VIP pour Black Friday, mais après, tu l'attises pour Cyber Week, tu l'attises pour tout du long de l'année. Donc là, j'attends de finir les offres, parce que là, on a encore Cyber Week, là, on est en train de terminer Cyber Week. Mais oui, c'est rentable. Ok. Donc, c'est rentable. On va mettre en place l'année prochaine d'autres types d'acquisition de leads, justement, avec ce topic-là, faire des drops ou je sais C'est pas ça, encore. c'est Ouais. ça, c'est ça. Je vois de plus en plus de marques que, avant de lancer, de mettre le site live, ils commencent toute une stratégie organique où ils vont balancer 3-4 reels par jour. Et ils balancent les reels, ils balancent les reels, ils balancent les reels, jusqu'à créer un peu une hype organique. Et en fait, après ça, au lieu d'ouvrir le site direct, ils ouvrent simplement une liste email. Et ensuite de ça, ils passent par différentes étapes pour finir par ouvrir le site et justement créer vraiment une vraie hype autour de tout ça. Comme les NFT. Exact. On devrait pouvoir faire comme j'ai déjà réfléchi, comment apporter la même structure de campagne marketing des NFT dans un autre business. Ça, c'est les stratégies de drop. Ouais. Et ça, on pourra en parler brièvement. Moi, j'ai pas d'expérience avec les stratégies de drop. J'ai jamais fait de drop actuellement. J'ai beaucoup analysé des stratégies d'autres marques. Mais je sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion d'en faire. Ouais, je bosse avec des marques qui en ont déjà fait. Mais moi, personnellement, j'en ai pas encore fait beaucoup. Ok. Mais pour moi, c'est quelque chose qui. Je pense que c'est un peu le futur. Parce que tu vois, pour moi, tout ce truc, par exemple, tu me dis, j'ai commencé le Black Friday 10-15 jours avant. En fait, moi, je trouve que toutes les marques, elles commencent à faire ça. On commence bien avant, 20 jours avant, qui est le premier à commencer. Et en fait, on commence à perdre le sens du Black Friday, du OK, on fait des grosses offres. Et je pense que le drop va venir, on va dire, rééquilibrer tout ça, où quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. Et quand c'est une offre, c'est une offre. Et je pense que c'est quelque chose qui doit arriver de plus en plus. Et je crois qu'aux États-Unis, ils sont très, très chauds là-dedans. Je pense que tu as plus de vision par rapport à ça. J'ai pas plus de vision. On va faire un drop. Enfin, je prévois de faire un drop. Du coup, je vais me former par rapport à ça. Pour l'instant, l'esquisse de la stratégie, c'est ça. On va lancer un nouveau produit. Donc, un produit qu'on a déjà, on a passé sur une version supérieure. Donc, qui est beaucoup mieux. On a sondé les clients, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur produit de rêve. Et on a créé le produit de rêve. Donc là, on va passer sur un truc premium. Et du coup, on va profiter de cette liste VIP et ces listes de clients pour faire le drop. Et l'objectif et la stratégie de base, j'ai pas encore terminé, mais ça serait de faire déjà teasing à fond. Ok, on a sorti le produit de vos rêves, on l'a travaillé avec vous, on nous l'a demandé, maintenant il est là. De faire un lancement et de faire sold out automatiquement. C'est-à-dire sold out volontaire. De fixer un prix qui est élevé, Bien parce sûr. que nous on veut être sur un prix élevé, donc de fixer un prix qui est élevé du produit et montrer que c'est sold out. C'est-à-dire comme ça, tous ceux qui sont intéressés ils vont cliquer, ils vont voir le prix et ils vont voir que c'est sold out. Comme ça, on va élever les standards en termes de valeur perçue. Mais justement, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, beaucoup de gens qui se lancent de base dans le e-com, dans le drop, etc. De base, tu fais ta recherche produit. Ensuite de ça, tu trouves ton produit. Ensuite de ça, c'est un winner. Donc, tu commences à le scaler. Tu penses au créa, tu penses à plein de choses. Et des fois, c'est pas, on va dire, le produit avec vraiment, comme tu disais, le produit de rêve. C'est-à-dire que c'est un produit qui peut avoir des défauts. Des fois, les clients sont pas contents. Il faut l'améliorer. Et en fait, des fois, tu passes du temps à dépenser du budget en ads, à faire aussi des créas parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires. Et en fait, tu laisses un assez long moment passer jusqu'au moment où vraiment tu as le cash flow pour améliorer le produit, vraiment faire quelque chose d'ultra quali où tu auras mis ton cœur, ton âme dedans. Et moi, ma question, c'est comment capitaliser sur tous ces mois qui ont été faits où peut-être il y a des clients qui ont été contents, mais il y a d'autres clients qui ont été moins contents, des clients qui se plaignent sur, je sais pas, ça peut être la texture d'un produit, ça peut être le packaging d'un produit, ça peut être plein de choses. Et comment faire en sorte de se dire, OK, à ce moment-là, je prends du stock, je fais du MOQ, et je vais commander. Et comment récupérer tous ces clients qui ont été peut-être contents, mais pas assez contents pour recommander. Comment est-ce que vous feriez Est-ce que vous enverrez peut-être un produit gratuit
Est-ce que vous enverrez peut-être une chaîne d'email pour dire voilà, 50% pour vous, clients fidèles, vous êtes les OG pour revenir sur l'époque des NFT? Comment vous vous positionnerez par rapport à une stratégie comme ça? En soi, je ferais exactement ce qu'il vient de dire avec le fait que le nouveau produit est sold out. Moi, en l'occurrence, quand je commence avec un produit qui n'est pas forcément au top, j'ai pas une vision de l'améliorer directement. Parce que là, par exemple, je suis en train de faire une marque où c'est que le produit il est directement bien. Et moi, j'ai vraiment dissocié le fait de faire du cash flow vraiment fort, fort, fort en drop, qui peut être avec des produits classiques et très bien. Mais je reste dans cette fonction de drop. Et là, je suis sur une marque où c'est directement made in France. C'est directement, on a investi beaucoup en produits pour avoir de la qualité. Et moi, je dissocie vraiment les deux. Mais je sais que, par exemple, peut-être Mathéo allie un peu les deux. Donc peut-être c'est mieux pour placer. Ben, moi, la stratégie qu'on va faire, c'est ceux qui sont pas contents, on sait qui c'est, donc on va adresser un message différent. On va dire, écoutez, vous avez reçu le produit, on sait pourquoi ils sont pas contents, donc on va leur dire, ouais, vous n'êtes pas contents parce que si, parce que ça, ok, problème de taille, problème de qualité. Justement, on vous a écouté et on a amélioré le produit. Donc, comme vous n'étiez pas content, spécialement, on vous fait un pourcentage. Je sais pas, trop un truc avantageux pour eux. Mais je sais pas si on doit compter sur ces clients-là. Je sais pas encore, j'ai pas encore l'expérience et la data pour dire, ok, ben sur tous les clients pas contents, on a réussi à en récupérer tant. Parce que maintenant, d'acquérir des nouveaux clients, c'est pas si compliqué avec Facebook. Donc, Ok, donc ces gens-là, tu n'aurais pas forcément une stratégie pour aller les rechercher. Pour toi, s'ils reviennent, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils seront retombés sur des nouvelles ads ou sur des nouvelles choses. Et si malheureusement, ils reviennent pas dans le funnel, c'est simplement qu'il y aura des nouvelles personnes qui viennent. C'est un peu ça. Dans l'idée, tu vas plus te focus sur les nouveaux que sur ceux qui ont déjà on va commandé. se focus sur les nouveaux, mais sur les anciens, on va le contacter par email. Ok. Je pense le meilleur moyen, le moins cher pour reparler aux clients, Ouais. c'est par email. De refaire des ads, je pense, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils oublient de exclure leur achat 180 jours ou 60 jours dans leur campagne. Ils dissocient pas. Ce qui fait qu'ils repayent à chaque fois pour acquérir leurs clients qui pourraient acquérir moins cher par email. Moi, je réfléchissais à la stratégie de renvoyer un cadeau, un produit gratuit, en mode cadeau de la marque, tu vois. Mais après, avoir en termes aussi de cash flow, de rentabilité. Mais c'est vrai que si tu pars dans une optique de marque, moi, je partage plus ta vision. Pour moi, je pars toujours d'un produit de drop que je vais ensuite améliorer et que je vais ensuite vraiment scaler parce que j'ai besoin d'avoir une réponse du marché avant d'investir quelque chose. Et pour moi, ça a toujours été trop risqué de faire l'inverse. Donc, je suis toujours dans cette démarche-là et je me dis que si tu es dans une démarche où tu as validé un produit, tu sens que le marché est là, tu sens qu'il y a moyen de scaler beaucoup plus fort et que tu dis à ce moment-là, je vais brander et je vais tout améliorer, ces gens-là qu'il faut aller chercher, au final, de leur offrir un produit, ça peut être quelque chose qui va en fait directement les réinvestir dans ta marque et les refaire en fait être fidèles à toi parce que tu reçois un cadeau, tu te dis ah ouais, ils sont trop cool. Je ne saurais pas te dire. Moi, je pourrais dire qu'avec la data, en l'ayant fait, puis en analysant les résultats, parce que il y a plusieurs problématiques à ça. C'est qu'on ne sait pas si ton client il achète pour ton produit, on ne sait pas si ton client il achète pour l'offre, on ne sait pas si ton client il a acheté pour un cadeau pour quelqu'un. On ne sait pas ces raisons-là. Tu sais pas, mais d'un coup, tu as acquis toute ton audience parce qu'ils ont acheté juste pour l'offre, parce que l'offre était meilleure. Ils s'en foutent de ta marque. Et ça, souvent, c'est ce que font l'erreur des dropshippers, c'est qu'ils se positionnent avant de l'offre. Tu vas vendre le produit pas cher, puis les gens, ils s'en foutent de la marque. Ils se rappellent même pas de la marque. Oui, mais de base, tout le monde s'en fout de ta marque. Ouais. C'est-à-dire que c'est ton produit. Moi, je parle d'un produit consommable, ok, ou quelque chose que les gens commandent souvent. C'est le fait d'avoir commandé une fois et de se dire, allez, j'essaye. Ils vont recevoir le produit. C'est cette expérience client qui va faire qu'ils vont recommander parce que le produit est rentré dans leur routine. C'est quelque chose qu'ils utilisent, qu'ils aiment utiliser. Et puis après, la marque avec du branding, etc., on crée toute une image qui fait qu'ils ont envie de recommander, etc. Mais aucune marque, en fait, de base, même moi, quand j'achète un produit, quand j'essaie une nouvelle marque, j'achète pas pour la marque, j'achète pour le produit, j'achète pour l'offre. Et c'est si le produit est bien qu'ensuite de ça, je rachète. Ouais, donc il y a tout un travail derrière, une communication avec le client que beaucoup de gens négligent pour moi. C'est ça. Par email, principalement. Ok, email, voilà, c'est ça. Mais tu vois, les emails, pour moi, c'est vraiment un travail en soi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait intéressant de passer par des agences pour ça? Alors, en parlant d'email, pour les agences, certaines agences sont parfaites, sont vraiment top. Mais après, celles qui prennent des pourcentages, c'est toujours un peu trop élevé, je trouve. Et on ne sait jamais vraiment si ça en vaut la peine. Parce que tu as des agences qui prennent même des pourcentages sur les paniers abandonnés, alors que ça, c'est des choses qu'ils fixent en une fois. Et après, le lifetime, ils prennent une commission. Et ça, c'est vraiment, il faut faire très attention.
Après, tu as des personnes qui prennent un fixe. Et ça, c'est les meilleurs parce que en fait, s'ils font du bon taf, on continue d'être avec eux. Et si c'est pas le cas, ben, on switch. Et souvent, c'est mieux pricé. Donc, ça veut dire, si on scale, on scale. Et on va pas forcément payer en pourcentage beaucoup plus la personne parce qu'elle fait le même travail. La charge de travail est la même. Mais justement, en parlant d'email et en parlant de choses que les e-commerçants et les dropshippers oublient vraiment beaucoup, moi, ce Black Friday, j'ai fait l'erreur sur une boutique de fashion de pas forcément de mettre juste les flows classiques et les flows, voilà, Black Friday, etc. On indique que c'est Black Friday, mais pas des flows ultra poussés parce que en fait, je m'étais toujours dit et je me disais toujours de base que quand on fait du dropshipping pur et dur, on n'a pas vraiment la liste d'emails des personnes à aller targeter Ouais. et aller faire qu'ils rachètent. Mais j'étais étonné de voir 2-3 personnes avec qui je suis entouré qui font de l'argent en pur dropshipping dans la même niche et voir leurs statistiques Klaviyo. Franchement, il faut faire vraiment un travail assez fort là-dedans parce que même quand on est en pur dropshipping, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qui est perdu. Et aussi, je ne sais pas si vous utilisez les SMS marketing bien connus, bien évidemment, mais le WhatsApp retargeting, je ne sais pas si vous utilisez. J'ai vu une data là, d'une marque qui fait 1,2 million par mois et ils ont fait le Black Friday plus de 125K juste avec le WhatsApp. Donc, ce n'est pas des chiffres qui me choquent, mais c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez mis en place. Moi, je l'ai mis en place sur 2-3 marques et il y a des statistiques très, très, très performantes. Moi, je l'ai testé sur une de mes marques et ça a baissé le taux de conversion. Ah ouais? Je te jure, c'est fou parce que je pensais que ça allait être incroyable. Mais en fait, moi, je suis de l'école où quand quelqu'un vient sur ton site, il faut pas le perturber en termes d'attention. Et en fait, j'avais remarqué que les clients allaient parler sur WhatsApp et ils commençaient à parler de plein de trucs et après, il n'y avait pas la vente. Et je me suis dit, en fait, j'ai perdu énormément de clients parce qu'ils allaient parler sur WhatsApp et après, ils partent. Et puis surtout, je pense que beaucoup de ventes ne se font pas aussi parce que les gens reçoivent des notifs. Donc, ça veut dire que tu es sur une page produit, comme tu parles de ton parcours hypnotique. Les gens sont dans leur parcours hypnotique. Ils arrivent, ils veulent acheter. Tout d'un coup, il y a WhatsApp. Ah, bah, j'ai une petite question. Je vais poser une question sur WhatsApp. Ensuite de ça, ils reçoivent un WhatsApp. Hop, je vais lire le WhatsApp. Après, ils répondent et hop, c'est fini. Tu as perdu la vente. Enfin, en tout cas, c'est comment je l'ai perçu parce que Il moi, parlait je de pense- retargeting, non? Non, pas de retargeting, de panier abandonné par Ouais, WhatsApp. pas abandonné par WhatsApp. Mais justement, en fait, Ok. je pense que ça dépend du produit que tu vends. Ouais. Certaines niches, ça va mieux fonctionner. Et ça dépend aussi. Ça, c'est sûr que tu as une perte. Maintenant, il faut voir La rentabilité. Voilà, ouais. de si avec Hmm. ou sans. Parce Ouais. qu'en termes d'AOV, tu peux vendre plus cher. Ouais. Mais perso, j'ai pas été convaincu. Après, Actuellement, peut-être. tu ça peux va se mettre en place en développer. retargeting. Non, pas en retargeting, je fais un nouveau erreur. En panier abandonné, WhatsApp simplement. C'est-à-dire, il laisse le checkout. Ouais, 100%. Ah ouais, c'est ça. Hein, moi, Ouais. que... 100%. Moi, je parle Ça, vraiment on- du petit WhatsApp Oui, sur mais ça le aussi, site ça aussi. que beaucoup de Ouais. gens ont. Et moi, j'ai fait le test pendant un mois vraiment. Donc, j'ai les datas un mois avant, j'ai les datas le mois et j'ai les datas un mois après. Sans aucun doute, taux de conversion beaucoup plus bas. Après, il faut splitter le même trafic en même temps pour avoir des états précises. Ouais, C'est bon. mieux. Mais Ok. nous je comprends, aussi, je comprends ce que on tu veux l'avait dire. testé Je comprends pareil. ce que tu veux dire. Je te rejoins. Je comprends ce que tu veux dire. Mais Ah, t'avais aussi des. C'était Moi, on pas avait mis positif. en place un chatbot AI. C'est Ouais. pour un site de santé où c'est que c'était un docteur qui répondait. Du coup, il posait les questions, puis les gens posaient toutes les questions possibles, et, moins bon taux de conversion. Ça nous Mais par coûtait contre, plus ce que cher. tu dis, panier abandonné, ça, je pense, c'est une tuerie. Donc Mhm. vraiment, si tu arrives à aller targeter les gens dans leur WhatsApp qui est très intime, c'est-à-dire c'est un truc très intime WhatsApp, et tu arrives à rentrer dedans, ça, c'est ouf. Donc je pense que maintenant que tu en parles, ce qui est intéressant de faire, c'est peut-être garder que les paniers abandonnés Après, via WhatsApp. pour moi, je ne l'ai pas encore testé, mais on le fait. C'est call en panier abandonné. Donc ça, on le fait, mais WhatsApp, on ne l'a pas fait. Donc je ne peux pas dire le speed test au niveau des deux. Mm. Mais pour moi, un call, c'est encore plus puissant. Parce que tu crées une connexion émotionnelle et Avec tu peux un vendre. closer. Ouais. Ça, c'est le futur. Ça, les gars. on le fait. On le fait pour des produits plus de $100. Excellent. Et tu peux Pour nous pour les AOV de plus $100, Ouais, les ouais. commandes qui ont plus de 100. Pour le produit de base, c'est qu'ils sont intéressés pour un produit de plus $100. Ouais, mais par exemple, si quelqu'un il met plusieurs produits à 25, il en met 5. Ah non. Nous, on Ok. faisait par rapport à Funelish, advertorial, Ok, nanana, ok. ils abandonnent le panier. Le produit, il est à plus de $100. Ben, là, ça vaut la peine de rappeler derrière. Tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu vas former tes closers justement pour de la vente e-commerce? Parce que, enfin, on entend beaucoup parler des closers dans tout ce qui est vente de formation, qui sont des produits à étiquette, mais très peu en fait, en tout cas en France, dans le closing pour le e-commerce, surtout sur des produits à $100, $200. Comment tu les formes?
qu'est-ce que tu mets en place pour qu'il puisse vraiment être effectif, etc. Alors, je vais te dire, cash, je pense pas que j'ai des très bons closers. Là, en fait, c'est efficace parce que rien que le fait de rappeler une personne en appel pour un panier abandonné, il n'y a pas besoin d'avoir un très bon closer. Pour l'instant, on n'a pas encore optimisé. On n'a pas encore optimisé avec des bons closers parce que juste le fait de rappeler, tu crées une connexion émotionnelle, il y a de la confiance et c'est simple. Donc, il n'y a pas vraiment de. On a fait un script de call, mais on n'a pas encore engagé les meilleurs parce que pour l'instant, l'optimisation, il prend des bons closers. Je ne sais pas si on serait rentable. Puis tu le payes au pourcentage ou bien tu vas le payer par mois? On le paye par mois. Ok. Tu vois, c'est les gens qui étaient sur notre hotline. C'est le gars qui était sur notre hotline téléphonique qui fait le rôle du closer. C'est ce qui fait qu'on est rentable, tu vois. Parce que s'il passe 20 minutes en appel ou 30 minutes en appel, ça lui coûte. Donc après, pour être rentable avec ta marge, ton produit qui coûte 100 balles, plus ton produit que tu vends 100 et que tu as ton coût produit, tu as ton acquisition par la pub et après tu as ton closer. Mais surtout, si c'est un bon closer, le mec, il t'upsell. Le mec, un bon closer, le client, il vient pour acheter un truc à $100, mais il repart avec un truc à $500. Exactement. Si c'est un bon closer. Donc, c'est ça aussi la value. Ah oui, c'est Et ça. c'est pour ça que je trouverais intéressant de donner un petit pourcent. Oui. Tu sais, tu donnes un petit pourcent au closer, comme ça, il va se tabasser pour vendre le truc le plus cher ou le bundle incroyable du moment, tu vois. Ça, j'ai dans mes plans de le faire. Il faut simplement trouver un produit. C'est qu'après, derrière, tu peux upseller plus gros. Tu vois que c'est du sens. Ouais. Il y a pour la paire de cheveux, il y a des gens qui ont des funnels incroyables par rapport à ça. C'est fort. C'est fort. Tout ce qui est vraiment le schéma e-com via même, tu vois, une opt-in où tu récupères des mails qui débloquent une vidéo de 45 minutes qui ensuite arrive sur une selling page, qui arrive ensuite sur un réservement d'appel pour finir au téléphone avec un closer qui arrive à te close $500. Pour moi, c'est un truc qu'il faut mettre en France. Il faut tester en France. Je vois 2-3 personnes qui commencent à le faire, mais je trouve ça vraiment incroyable. C'est qu'il faut avoir un haut niveau de marketing. Ouais. Il faut être bon dans toutes les étapes du funnel parce que t'es pas bon dans un seul truc. Même dans ta vaisselle, une seule partie, tu perds le trafic et C'est ça. mort. Donc, très difficile, mais très, très fort, très scalable. Est-ce qu'on pourrait pas parler un peu de l'erreur que font beaucoup de personnes, qu'on fait aussi, c'est de se batailler dans un business, on parle d'e-com, donc dans une niche qui est peut-être pas scalable. C'est-à-dire on applique tout ce qu'il faut, on lance plein de créa, on optimise le site, etc. Mais ça marche pas parce qu'en fait, on n'a pas remarqué qu'il n'y avait peut-être pas assez de product market fit, peut-être que les marchés n'étaient pas assez matures, ou peut-être que le marché n'est pas assez scalable. Et ça, je pense que beaucoup de personnes peuvent être dans cette position et peuvent lutter pendant des années parce qu'ils ont le mindset, alors qu'ils ne sont pas dans un marché scalable. Qu'est-ce que vous en pensez pas de cette situation? En fait, c'est pour moi deux choses. Parce que tu as les personnes qui débutent et du coup, parfois, c'est rentable d'être dans un marché comme ça pour faire les premiers sous. Mais dans tous les cas, quand tu veux scaler, c'est au début de ton nouveau projet, une fois que tu as le cash flow, c'est là où il faut que tu fasses attention. C'est là que tu dois vraiment chercher un produit qui a beaucoup de concurrence, prouver que le marché en a vraiment besoin. Mais le fait que les débutants s'enferment dans un petit marché, c'est aussi ça peut être un avantage pour faire du cash flow rapidement. Je sais qu'il y a certains marchés en Europe qui sont très très intéressants pour faire des testings et avoir un taux de réussite plus élevé. Mais à un certain stade, c'est vrai qu'il faut passer à un produit où c'est qu'on est sûr que tout le monde peut acheter, qu'une grosse partie de la population peut acheter, et ça, il faut faire attention. Ouais. Toi, justement, là, tu as préparé une grosse marque que tu vas lancer. Quel est le travail que tu as fait justement pour être sûr de ton coût, en fait? Ouais, alors le travail que j'ai fait, c'est qu'on avait trouvé ça parce qu'on avait entendu une personne qui faisait des journées astronomiques en termes de chiffre d'affaires avec un produit qui était similaire à ce qu'on va lancer. Et du coup, ça nous a fait une alerte parce qu'en fait, c'était des chiffres vraiment très intéressants avec des ROS très élevés. Et qu'est-ce qu'on a fait pour valider le fait qu'on lance cette marque? C'est qu'on a analysé tout le marché. Donc, ça veut dire je suis venu sur 2-3 logiciels comme ChatGPT et un logiciel qui s'appelle Bullwith, où c'est qu'il y a énormément de boutiques répertoriées. En fait, il y a toutes les boutiques e-commerce répertoriées sur ce site. Et j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi tous les mots-clés possibles envers ce produit-là pour que je puisse faire une recherche et trouver un maximum de concurrents et analyser le marché. Donc, j'ai analysé le marché, j'ai analysé tous les concurrents que j'ai pu trouver. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de concurrence. J'ai aussi compris que en fait, tout le monde est intéressé par ce type de produit. Et
j'ai analysé Google Trends. Donc, j'ai vu que c'est plutôt en hausse, c'est pas vers la baisse. J'ai analysé les ads library des concurrents. J'ai vu qu'en fait, les ads, elles sont vraiment broad, elles sont faciles à reproduire et que ça touche tout le monde en fait. Et c'est principalement comme ça que j'ai fait. Et aussi, après, bon, j'ai eu affaire à 2-3 spies, entre guillemets, ou des choses où je peux vraiment voir le chiffre d'affaires qu'ils ont fait. Et j'ai vu des choses très intéressantes, c'est des gros chiffres. Et ça me confirme qu'il y a de l'argent à faire parce que quand il y a un gros gâteau, si on a 10% ou ne serait-ce qu'un pour cent, mais si c'est un gâteau qui vaut plusieurs milliards à l'année, bah, c'est une très bonne part. Plutôt que de s'enfermer euh, sur un tout petit marché dans une toute petite niche. Et ça, c'est l'erreur justement que beaucoup de personnes font. Même moi, j'ai accompagné un client qui est en Suisse. Il a une marque avec un super, super produit, mais c'est vraiment trop niché. Et même avec Facebook Ads, on ne peut pas faire de la publicité. On est obligé d'en faire avec Google Ads. Et c'est, c'est l'opposite en fait qu'on a fait avec la marque. Parce qu'en fait, on peut le marketer avec TikTok Ads, on peut le marketer avec Snapchat Ads, on peut le marketer avec Meta Ads, avec les influenceurs, avec TikTok Shop. En fait, avec tous les canaux d'acquisition possibles, sur tous les marchés, que ce soit homme ou femme. Et du coup, ça m'a clairement dit qu'il faut y aller. Et puis, Ok, et justement, quand on a investi autant d'argent, etc., qu'on crée vraiment une marque, on va dire, depuis le tout départ, toi, en termes de stratégie de testing, tu vois comment est-ce que tu vas tester le produit? Est-ce que tu as un budget en tête où tu te dis, bon, peut-être au début, je ne serai pas forcément rentable, jusqu'à où tu vas aller? Comment, en fait, tu te positionnes par rapport à ça quand tu n'as pas eu, en fait, encore forcément la vraie réponse du marché, toi, face à ton business manager, où tu testeras le produit? ouais, très bonne question. Après, pour mon cas, j'ai déjà lancé en drop des produits un peu similaires dans la même niche, disons. Et ça a très bien pris sur les marchés où je voulais faire. Mais aussi, là, c'est que en fait, j'ai quand même un peu d'expérience en e-commerce. Je connais les marchés, je connais la niche. Enfin, maintenant, je la connais. Pour le budget en testing, je ne saurais pas te dire. Ça dépend vraiment du produit, ça dépend de la niche, ça dépend de ta stratégie à long terme. Mhm. Certaines marques peuvent dépenser pendant 1 an en n'étant pas rentables et c'est leur stratégie. Et puis ensuite, sont extrêmement rentables. On a un ami en commun qui a une marque. Pendant 2 ans, il n'était pas forcément rentable et puis maintenant, ça fait des journées astronomiques. Nous, notre stratégie, elle est un peu similaire, mais je pense après 1-2 mois, on sera très très bien rentable parce qu'on a des stratégies un peu agressives Mhm. en termes de capitalisation, enfin d'arriver sur le marché, mais ça dépend vraiment du produit. Parce que je trouve que c'est vraiment une aventure incroyable dans laquelle tu te lances. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont regarder cette vidéo qui ont aussi cette envie parce que cette approche un peu du drop, d'améliorer un produit, c'est peut-être pas instinctif pour tout le monde. Et du coup, c'est quoi, toi, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui vraiment veut partir sur une marque de zéro, investir dans du stock directement, tout brandé, pour justement, un certain moment, quand il a son produit fini, qu'il a son stock en France, ou dans quel que soit le pays, on s'en fout, où est le stock, tu lui conseillerais comment de tester le produit? Comment est-ce qu'il va avec ce produit Moi, je sur le dirais marché? qu'il faudrait plutôt fixer une checklist. C'est quoi la checklist des points à valider? Comme il a dit avant, si quelqu'un veut lancer une grosse marque, qui veut être sûr de réussir, c'est quoi la checklist à faire? Ok, pour valider le produit, tu dis. Pour valider avant le produit, parce qu'il l'a dit. Si on résume, on peut résumer ensemble. Donc, il a dit déjà, c'est avoir une niche qui est scalable. Une niche qui a un bon TAM. On a parlé durant le dernier podcast qu'on avait fait les deux. Donc, qui a beaucoup de demandes. Ensuite, que c'est en croissance. Mhm. C'est-à-dire que dans la trend, sur Exploding Topic, Google Trend, etc., c'est en croissance. Donc, il y a de la demande. On brainstorm ensemble. Ouais, bien sûr. Ensuite, ça soit facilement marketable sur tous les canaux. Donc, des produits trop difficiles. Surtout, là, on parle vraiment pour les débutants qui veulent lancer une marque, quoi. Ouais, Donc, ou même des Ouais, gens même, aguerris. ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il faut qu'il y ait de la preuve qu'il y a des compétiteurs qui chiffrent et qui chiffrent beaucoup. Donc là, on a déjà les 4 premiers points. Et après, là, nous, pour la marque, c'est c'est consommable. Donc, Consommable, ça, si je me lancerais sur une marque, ce serait consommable ou quelque chose qu'on pourra acheter assez souvent, assez facilement, qui s'offre facilement aussi. Donc, c'est ce qui te permet d'avoir après, même si tes CPA explosent, ouais. Parce qu'il faut savoir, c'est que les CPA explosent au bout d'un moment. Ben, toi, tu es toujours rentable parce que tu as tes clients. Ok. C'est ça. Et ensuite, si on pourrait rajouter un point, on en a déjà discuté, c'est un avantage, une fair advantage, parce que tu as trouvé un produit que les gens ne peuvent pas trouver, qui est très bon.
d'entrée. Un des unfair advantage, c'était le fait qu'on a posé plus de 60 000 euros pour commencer cette marque. Et c'est pour ça que si on parle à un débutant, le premier point que je dirais, c'est faire du drop, faire beaucoup de cash flow, Mhm. et ensuite parler de marque. Et même en drop, après, on peut transitionner en marque sans problème. Mais pour moi, c'est faire un max de cash flow, et ensuite suivre tous ces points à la lettre. Mhm. Il manquerait des points. Vous aurez des points à rajouter sur cette checklist. Être sur un marché bien scalable, c'est que vous êtes sûr d'avoir une rentabilité. Par exemple, admettons qu'il y a des taxes qui vont venir en France. Eh ben, peut-être pas lancer sur la France. Moi, perso, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans tout ce qu'il a dit, je trouve que le point le plus important, c'est qu'il a déjà testé ce genre de produit sur les marchés et qu'il a déjà eu l'expérience de vendre ce produit et de pouvoir sentir la demande du marché. Et pour moi, quel que soit le produit, on peut trouver un substitut qu'on peut venir tester pendant 1 mois, 2 mois pour vraiment se faire les dents avant d'investir dans du stock. Donc, je pense que pour moi, c'est le point principal. Personnellement, j'investirais jamais dans du stock sans avoir testé un produit similaire Mhm. à ce produit-là. Pour vraiment aller voir les choses de mes yeux. Parce que pour moi, hein, c'est mon avis, hein, mais on peut aller voir tous les screens qu'on veut, on peut aller spy des gens, on peut faire ce qu'on veut. Il y a quelque chose où des fois, on ne comprend pas pourquoi ça marche pour certains et ça ne marche pas pour d'autres. Ou sur un marché. Ou sur un marché et pas Mhm. sur un autre. Donc, Mhm. il faut aller, pour moi, aller le vérifier. 100%. C'est mon avis, hein, mais après, je pense que si on a l'expérience avec un type de produit et qu'on sait le vendre, c'est clair que on peut faire du très lourd, quoi. Ok, donc très intéressant. Et puis le cette marché, checklist. du coup, comme tu disais, ne pas forcément cibler peut-être la France, mais cibler un autre marché, Mhm. c'est aussi un point important quand tu débutes ta marque. Bah, où c'est que tu vas vendre? Ouais. Et les angles marketing, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que tu as dit, c'est le côté, c'est quelque chose qui peut s'offrir. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu vois tout le panel d'angles marketing que tu peux aller tester. Et en fait, moi, par exemple, je sais qu'avec certaines marques que j'ai lancées, des fois, elles ont pu s'éteindre parce que j'ai pas eu l'innovation nécessaire pour comprendre quel angle marketing aurait pu être intéressant à ce moment-là. Et finalement, tu continues sur les mêmes angles marketing. Tu vois pas forcément qui pourrait être intéressé en plus par le produit. Et quand tu as écumé une poche, si tu vois pas une autre poche, cette poche est écumée et donc finalement, tu passes à la suivante. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que d'avoir plein d'angles marketing, je pense, c'est aussi un point. Mhm. 100%. Et si on pourrait résumer, parce que moi je suis un peu dans cette optique-là, je pense à relancer une nouvelle marque. Donc je regarde, j'essaie de checker, je regarde un peu tout ce qui se fait, toutes les niches, et je vais essayer de vraiment sélectionner la chose qui a le plus de potentiel. Et ensuite, ce que j'ai réfléchi, c'est pour vraiment faire réussir cette marque, il y a des choses, il y a un process à faire. Et ce process-là, j'essaie de résumer sur ce qui est le plus important. Et pour moi, le plus important, c'est déjà d'avoir une vision. Donc une vision par rapport à la marque, où c'est que tu veux l'amener. Si tu n'as pas de vision long terme, si tu n'as pas une vision à 1 an, 3 ans, 10 ans, si tu n'as pas une vision à 10 ans sur ta marque, ça va être difficile. Ensuite, de faire entrer l'équipe dedans, l'équipe qui peut amener à la vision. Moi, c'est l'erreur que j'avais actuellement cette année, c'est que j'avais une vision, mais j'ai pas l'équipe par rapport à la vision. Donc, en fait, tu vois ce que je veux dire? Intéressant. Je le sais que mon équipe peut pas m'amener à la vision. Donc, autant faire en sorte de faire entrer l'équipe pour amener à la vision. Tu veux faire 100 millions le mois, regarde ton équipe, est-ce que tu penses le faire? Regarde ta vision, et ça concorde? Non. Donc, pour moi, c'est l'équipe. Après, dans termes d'importance, c'est toi, c'est-à-dire le CIO. Ok, lui, il a une importance. Le business va être un peu le reflet du CIO. Donc, il y aura tout ton travail de toi, qu'est-ce que tu fais rentrer comme input, de ce que tu apprends, de qui tu côtoies, de comment tu t'améliores, les feedbacks, comment tu diriges ton équipe, tu vois, comment t'engages ton équipe. Donc après, tu as une importance toi. Et après, je sais plus ce que j'avais noté dans mes notes, mais après, tu as le côté opérationnel, process. Puis après, c'est les feedbacks, et puis c'est dans l'opérationnel. Donc pour moi, c'est un peu comme une pyramide. C'est que tout le focus là, devrait être sur la vision. Une fois que tu as la vision, l'équipe. Une fois que tu as l'équipe, t'optimiser toi. Mais la plupart des gens restent à se batailler dans les outputs, dans le comment expliquer ça, dans la réactivité. C'est-à-dire, ok, je suis plus rentable, qu'est-ce que je fais? Ils font tous des trucs short terme parce qu'ils n'ont pas la vision, parce qu'ils n'ont pas l'équipe, parce qu'ils s'optimisent pas eux-mêmes. Donc en fait, je suis en train de créer comme ça une pyramide. C'est que j'essaie de réfléchir par rapport à ça. Parce que c'est l'erreur que je fais, c'est que je me bataille alors qu'en fait, la bataille, elle n'est pas là. Elle est plus haute dans la vision, C'est etc. très important ce que tu dis parce que sur l'équipe,
C'est surtout en interne, hein, où tu parles de ça, Mhm. parce que nous, on a pris un accompagnement, enfin, même tous, on se forme toujours en continu, mais là, on a quand même pris un accompagnement avec une marque que j'aide, qui était assez coûteux et qui est très bien renommée, hein, qui est au top, mais en fait, elle viendra jamais faire le travail à notre place. Et, et notre équipe interne, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, à voir l'équipe et à savoir comment recruter les bonnes personnes, qui recruter, c'est des choses qui feront passer par les plafonds de verre et tu pourras scaler. Donc, tout à fait pour ça. Et justement, ton équipe de créatives, par exemple, pour fournir assez de créatives, euh, elle est constituée de combien de personnes de ton côté? On a un créatif stratégiste actuellement, un créatif assistant, et ensuite 3 vidéo éditeurs et un vidéo éditeur en appui. C'est-à-dire qu'il peut être là quand on a besoin. Ouais. Et pour l'instant, ça suffit à faire du très bon volume. Avec cette équipe-là, tu arrives à sortir combien de créas par semaine à peu près? Il faudrait que je revoie les chiffres, mais je sais pas, 300 à 500, on peut sortir. Mais, C'est puissant. mais après, en termes de créa, c'est plus simple de sortir des créas anglaises que des créas françaises et espagnoles. Tu vois, ça prend un peu plus de temps. Tu dis pas parce que les gens que tu engages parlent plus anglais que les autres langues, c'est Exactement. ça? En fait, Ouais. là, on a revu dernièrement le process de traduction des vidéos editing parce que ça prenait du temps et il y avait un manque de qualité par rapport à la créa originale. Parce que là, ce qu'on fait, c'est que nous, on est en anglais et après, on traduit les meilleurs ads en français, en allemand, dans les autres langues, sur les autres marchés où c'est qu'on est, en espagnol, etc. Et le problème, c'est que les résultats en termes d'US versus aux autres marchés n'étaient pas pareils. Tu dis les CTR, les CPC, Non, tout ça? les résultats de l'ADS global. Ok. Parce que il y avait un problème au niveau du process. Ok. Donc, c'est pas le marché. À nouveau, je me bats pas dans le marché auquel le marché marche pas. Je remonte. OK, qu'est-ce que je fais rentrer? Les outputs, le système. Et le système de traduction n'était pas optimisé. Donc, c'est mal traduit. C'est-à-dire que les clients qui regardent ton ads, ils voient un hic et ils sortent de ce parcours hypnotique parce qu'il y a un problème quand ils regardent l'ad. C'est ça en gros. Alors, je vais dire ce qu'elle n'est pas. Comme ça peut donner de la valeur à ceux qui écoutent. Premièrement, ils faisaient les traductions. On perdait du temps parce qu'on faisait vérifier le script à un translator. Et ensuite, ils montaient la créa. Et ensuite, ils faisaient revalider. Donc, on perdait beaucoup de temps par rapport à ça. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le premier script. Ils traduisent avec ChatGPT, qui donne déjà une bonne traduction de base. Et ils font corriger seulement à la fin par la traductrice. Donc déjà, là, on a gagné du temps. Ensuite, ils utilisaient Eleven Lab Multilingual 2 pour les traductions françaises, espagnoles, allemand, danois, peu importe tous les autres marchés. Donc le 2, le nouveau, là, qui est En pas fait, bien. Voilà, le Multilingual 2, c'est celui qui est recommandé, mais il marche moins bien que le Multilingual 1. Et ça, je comprends pas pourquoi Eleven Lab le met en avant. Et donc, j'ai vu que mes vidéo éditeurs le faisaient. Et les voice-over n'étaient pas top. Genre, ça s'entendait. C'était des voix qui faisaient pas réelles, quoi. Qui faisaient pas assez réelles, Ouais, exactement. ouais, je vois. Parce qu'en fait, ils prenaient la voix originale, qui est la voix peut-être Adam, et ils traduisaient Adam pour les autres. Alors que non, le process, c'est de prendre une voix qui ressemble à Adam, mais si elle est pas bien, de prendre une voix winneuse du marché. Sinon, tu es nouveau sur un testing. Donc, en fait, tu traduis pas, tu retestes, tu testes la voix. Donc, il y avait ça. Donc là, le process, j'ai demandé à améliorer qu'ils prennent une voix qui était winneuse sur le marché. Donc, c'est-à-dire, tu veux traduire sur le marché français, il faut reprendre une voix qui est winneuse, sinon tu testes la voix. OK. Ensuite, tu fais plusieurs variations, et puis comme ça, tu prends la meilleure, celle qui te semble la meilleure. Parce que des fois, tu sais, il fait une erreur, et toi, tu l'entends, même peu importe la langue, si tu vois qu'il dit ah, ou peu importe, tu entends qu'il y a un problème. C'est ça. Et ensuite, l'autre problème qu'on avait, c'est que selon les langues, ça dure plus long ou moins long. Et puis, les vidéo éditeurs, du coup, ce qu'ils faisaient, c'est que des fois, ça dure un peu plus long. Donc, ils ralentissaient les footages. Ah ouais, non. Et tu perds le dynamique. Pour rappeler, il faut avoir une ad, c'est qu'il faut 2 secondes maximum, 2-3 secondes maximum en footage. Totalement, moi, j'ai eu ça, mais le contraire. J'ai passé des ads en allemand et c'était trop rapide. Ah, il accélère. Et là, ça accélère. C'est ça le problème, justement. Ouais. Ça, ils font cette erreur-là. Ouais. Ils accélèrent ou ils ralentissent les footages? Bah non, tu es obligé d'en rajouter un. Et du coup, rajoute pas n'importe quel footage, rajoute des footages qui marchent. Donc là, à nouveau, j'ai demandé qu'ils rajoutent des footages de d'autres ads winners du marché. Tu vois, pour pas qu'il y ait des footages what the fuck, mais qui match avec le content. Donc voilà un peu le process. C'est très simple, hein. Au final, c'est très simple, mais
Mais du coup, Faut le faire bien. en termes de résultats, donc toi, si j'ai bien compris, ta stratégie, c'est de tester tes créas sur le marché US. Dès qu'elles sont validées sur le marché US, tu viens les faire découler dans les différents autres marchés où tu es. Avec l'expérience que tu as pu tester cette stratégie à un moment, est-ce que les créas validées dans le marché US sont automatiquement validées dans les autres marchés à 80%, à 50%, à 20%? Est-ce qu'il y a des créas win aux US qui sont des losers en France ou en Allemagne, par exemple? Juste savoir, au terme de process, comment tu as quoi comme résultat? Ça dépend de la créa, ça dépend des promesses marketing qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il y a un travail important de translation, de revue du script, et de choix du traducteur. Parce que- Adaptation du marketing pour voilà, le c'est pays, pour ça qu'en fait, ouais. on le fait avec ChatGPT parce qu'on lui donne un prompt, c'est qu'on lui dit reprends le script et adapte-le au langage français. Et lui va faire directement bien. Et le traducteur, avant, quand il relisait, il faisait pas ce travail-là. Tu vois, il faisait juste en sorte qu'il n'y ait pas de faute de grammaire ou d'orthographe. Mais ça allait pas. Ça va plus Et loin. ChatGPT est ça va plus meilleur loin, pour moi que ouais. le traducteur. Comme ça, il adapte les promesses et le marketing et le langage par rapport au marché français. Et en termes de résultats, la plupart des winners anglais marchent aussi souvent sur le marché français quand c'est votre propre contenu. Donc nous, tout notre contenu est notre propre contenu. Et simplement quand on traduit, ça marche assez rapidement. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans le process. Et sur ChatGPT, tu as dit qu'il contrôlait les créas. Tu lui as donné des prompts en particulier Mhm. ou c'est ok. Là, le prompt qu'on lui a donné, c'est simplement traduis-moi ce script pour le marché français, adapte le langage au marché français. Certaines tournures de phrases pour que ça sonne. Oui, bien évidemment. Ouais. Mais le GPT en question, est-ce que c'est un GPT spécial que tu as créé personnalisé ou tu utilises J'utilise un le chat normal? GPT que j'aime bien, c'est ZMarketer, on pourra le mettre. ZMarketer qui est très bien. Et après, je l'entraîne, je lui donne des livres de marketing. Comme ça, je veux qu'il soit un bon marketeur. Puis après, il met dans toutes les réponses qu'il me donne. Mais ZMarketer, il est bien. Ok, on mettra une image. Mhm. Tu vas dans le GPT Store et tu Ouais. mets marketeur. Ok. Ouais, ZMarketer. Pareil pour les hooks, il y en a un qui est très bien pour les hooks, on pourra mettre. Il donne des idées de hooks aussi qui est intéressante. Vous utilisez iGen aussi pour tout ce qui est création de vidéos? Ouais, totalement. Et les résultats sont bons? Ça dépend des créas. Mais quand tu vois un visage vraiment trop grand sur la créa et que tu passes sur Agen et que tu essayes de lip sync, parce que c'est souvent pour ça que tu Ouais. l'utilises pour Ouais. changer comment elle parle, les lèvres et tout, le suivi, Ouais. ça se voit quand même que c'est Ok. pas naturel. Ok. Mais je sais qu'il y a 900 Care qui ont leur top créa du mois passé, enfin de ce mois-là, les 30 derniers jours. Ils ont eu un format podcast. Vu que la personne est un peu éloignée, ils l'ont passé sur Agen. Et c'était leur top créa qui ont le plus de spend. Et ça fonctionne très bien pour eux. Nous, on a aussi 2-3 formats podcast où c'est qu'on a repris la personne qui faisait le format podcast. On a enlevé le fond derrière cette personne-là. On l'a mis en petit à droite et des fois dans la créa, ça bouge à droite à gauche. Et ça se voit presque pas. Excellent. Donc très très bon logiciel pour modifier l'ellipse. Et du coup, c'est un conseil de prendre justement une créa que vous avez déjà, par exemple en format podcast, tu la prends en petit et derrière cette personne qui est en format podcast, il y a Il y a le mashup normal de les la rôles, vidéo. etc. Ouais. Et puis ça parle et puis on voit vraiment qu'elle parle dans la bonne langue. Donc après, les clients, ils vont pas zoomer sur les créatives. Dans tous les Non, cas, c'est ils sont clair, pas là à c'est clair. zoomer. Après, pour moi, si ça sonne juste avec la bonne voix dans le pays, au final, tu vois aucune différence. Et Ouais. même, on parlait dernièrement d'une stratégie qui était en fait, de soit se mettre soi-même si on est en accord avec le produit, et en fait, se mettre en petit comme ça, en dessous de la vidéo, parler du produit en le montrant comme ça, et ensuite, derrière, tu as un mashup en fait d'une vidéo par rapport à ton produit, mais c'est juste que quelqu'un est en train de commenter la vidéo publicitaire normale. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui commente, tu peux mettre un médecin, tu peux mettre une influenceuse, tu peux mettre un... C'est un format qui marche très très bien. C'est ça. Un bon tip que je pourrais donner, c'est vous avez une ad winneuse, vous testez ce format-là. Ouais. C'est-à-dire, simplement, juste sous votre ad, vous mettez une femme ou un homme, vous testez, qui montre l'ad. Tu sais quoi, je vais le noter. Je vais le noter parce que j'ai un produit parfait pour Ou ça. si vous avez une ad santé, par exemple, vous mettez un docteur ou peu importe.
Ça marche. Tu notes en live. Ah non, je note là, c'est quand je rentre, là, c'est sûr qu'il faut que j'essaye. Et un J'ai une autre idée, truc- il y a une idée qui Un a autre petit éclose. hack que je peux donner en Nook qui cartonne, mais après, je sais pas si je le partage parce que je l'ai pas encore assez poncé pour que ça cartonne. Mais c'est. Tu dois tout dire ici, non, on a dit. tu le donnes et dans Ouais, tous je les vais cas, le on donner. cut. Non. Je le donne et on m'a publiera dit- la vidéo On m'a l'année dit dans ce prochaine. podcast, on donne tout. Alors, on donne tout maintenant. C'est de mettre des personnes qui font des gestes qui captivent l'attention. Quand tu veux captiver l'attention d'une personne, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves la main Ah ouais. et c'est banger. Ou quelque chose. C'est-à-dire, tu mets quelqu'un, juste quelqu'un qui montre, qui veut parler. Ça peut être un stockage. Ouais, ça peut un stock footage où tu prends un acteur, tu payes un acteur juste pour qu'il fasse le hook, et après qu'il dise ton hook. Mais rien que le fait de faire, tu vois, de faire, je veux parler, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Mais après, à intéressant. nouveau, pour un hook qui marche bien, ben, il faut qu'il interrompe la personne. Donc, il faut que les gens n'aient pas vu ça 10 000 fois. Si ils voient ça 10 000 fois, ça n'a plus marché. Et Ça- qu'est-ce que vous pensez des hooks? Vous savez, ce genre de hook où maintenant, c'est par exemple, le mec lance une balle de baseball, et puis en fait, je sais pas, le mec fait semblant en fait, d'en recevoir une ou comme ça. Vous pensez quoi, ce genre de hook pour du e-com? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour vous? Vous avez testé? Vraiment pour du e-commerce? Mais il y a une trend, hein, c'est la trend où il y a C'est plein ça. de choses qui. C'est ça, il y a plein de types de. En fait, c'est des mèmes qui explosent sur TikTok. Qui font En des millions organique, de ça vues. marche vraiment bien. Ok. En ads, j'ai pas testé plus que ça, je pourrais Ok. pas vous dire. On a testé quelques-uns et on a un très bon hook rate, mais après, ça drop Ok. parce que les gens sont intéressés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook peut avoir de la data pour cibler les gens dans tout ce qui est le haut de la vidéo. Plus il y a de personnes, plus il pourra avoir de la data, savoir si c'est bon ou pas. Et lui, il aura de la data sur les gens il aura une mauvaise data sur qui cibler. Donc, je pense que Ah, c'est ok, j'ai pas compris. si bien Ok. de montrer un hook Ouais. qui est pas adapté. Parce qu'en fait, il va être totalement perturbé parce qu'en fait, il va aller targeter des gens qui adorent passer du temps sur Facebook en regardant des vidéos un peu nulles. Et en fait, il va pas aller chercher des vrais clients qui sont intéressés par le produit, vu que les gens qui ont réagi, c'est des gens qui ont réagi à un hook sur le baseball, par exemple. Il faudrait ou- que ça ait du sens avec la suite. Ok, ouais, je comprends. Ouais, Mais, ça, c'est super important. Mais ce ça que marche tu dis. très bien en organique. Sur TikTok, ça marche mieux que sur Facebook. Ouais. D'ailleurs, je pourrais mettre, j'ai un pack de créa, que des genres de créa comme ça. Un gros pack, hein, je pense qu'il doit en avoir 1000. On mettra en cadeau. Ah, ça, c'est full value parce Ouais. que j'ai vu des ads tourner qui vendaient Ouais, ça. ça. On le mettra gratuit. Ce Mais- que les autres vous font payer, nous, vous le mettez gratuit. Mais surtout, une stratégie que moi je mets en place et je trouve que c'est game changer. J'ai genre des résultats de fou grâce à cette stratégie et je vais la donner parce qu'on est dans Master. Pour les hooks, Pour les hooks, c'est qu'en fait, donc tu as ton produit, ok. Ensuite, tu vas sur TikTok et tu vas chercher des vidéos qui ont plus de 5 à 10 millions de vues sur TikTok dans la niche. Et en fait, si ces vidéos ont réussi à percer en organique sans budget pub, c'est en fait que c'est des vidéos incroyables qui attirent l'attention et qui génèrent beaucoup d'émotions chez les clients. Et en fait, je viens toujours prendre le début de ces vidéos et je les mets au début de mes ads. Et franchement, franchement, ce glitch-là, depuis 3-4 mois, je l'utilise, il est vraiment, vraiment puissant. 100%. Nous, c'est un process dans les monteurs. Quand on renouvelle des hooks, qu'on prend des hooks, allez chercher sur TikTok. Et même là encore, je suis en train d'améliorer notre process. C'est que d'utiliser ChatGPT qui donne des idées de hooks et des mots-clés adaptés à ces idées de hooks pour retrouver sur Ouais, TikTok. exactement. Et encore, après, différents types de mots-clés de hooks pour les différents stages de conscience. C'est ça. Excellent. Moi, en termes de créa, c'est Kalodata Ah qui, ouais. du coup, est relié à la TikTok Shop. Ouais. Et du coup, on peut voir vraiment quelle créative ramène le plus d'argent, quel créateur ramène le plus d'argent. Et aussi par produit, tu peux mettre les mots-clés de ton produit, tu vois. Quels sont les créas vraiment sur TikTok Shop qui performent le plus et tu peux avoir énormément d'inspiration. Là, je venais de voir une simple créa d'une femme qui vendait une sorte de capuche, parce que moi, j'aime beaucoup le fashion, je suis pas mal dans le fashion. Et en fait, j'ai pu voir qu'est-ce qui a fait que ça vendait bien. Ouais. Du coup, je viens le mettre sur mes créas, Meta Ads, et ça marche vraiment bien. Excellent. Kalodata, c'est très sous-côté. Kalodata, c'est ton terrain de jeu beaucoup. Hein. Je sais, encore aujourd'hui, tu m'as parlé d'un produit que tu as trouvé sur Kalodata, c'est juste dingue. Tu peux nous expliquer un peu? Parce que moi, quand je suis allé sur Kalodata, j'ai pas encore vraiment saigné le truc, mais j'ai trouvé que, comment dire, intuitivement, c'était pas très intuitif de tout comprendre la plateforme. Donc toi, c'est comment tu te balades sur cette plateforme pour trouver des bonnes informations? Je pense que j'utilise juste 20% de Kalodata. Moi, vraiment, où je regarde, c'est qu'est-ce qui en ce moment print le plus, donc fait le plus de chiffres sur TikTok Shop. Et j'analyse ces niches-là.
Et j'analyse surtout, comme je viens de te le dire, les créateurs, quel type de format fait que ça vend autant sur TikTok Shop. Et en fait, sur TikTok Shop, sur Calodata, tu peux analyser, comme je t'ai dit, tel créateur fait tant, pour tel produit, ça, ce sont tous les créateurs qui ont généré tout ce chiffre d'affaires-là. Et tu peux voir chaque créative qui a été fait pour générer combien de chiffre d'affaires, parce que c'est relié. En fait, chaque créateur sur TikTok qui font du TikTok Shop, ils ont une liaison, c'est de l'affiliation. Et du coup, tu peux voir quel produit a rapporté combien, avec quel créateur. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Et tu as tous les produits, en fait. Donc, ça va des 1 million par jour à un cadet. Donc, en fait, tu as tout. Et ça te permet de faire des analyses très poussées. Ouais, c'est puissant. Ouais, je trouve ahurissant l'argent qui se fait sur TikTok Shop avec la simplicité qu'il faut pour le faire. Il n'y a encore rien qui a été fait. Genre, nous, on va lancer TikTok Shop là. Et je vois tellement de choses à améliorer que pour moi, c'est le futur. Ouais. Non, ça va être incroyable. Et ça arrive en France bientôt, non? Ça, c'est la grande question. Ok. Ça devait arriver cette année, il me semble. Ça a été repoussé à l'année fin prochaine, d'année on espère. 2025, mais... Ouais. Mais les Américains, ça fait quoi déjà? 1 an qu'ils sont dessus? Un peu plus? Ouais. Un peu plus, ouais. Mais justement, même moi, pour ma marque que je vais lancer en Europe, en fait, tous ces concepts de micro-influenceurs, entre guillemets, de voir comment eux arrivent à vendre avec une telle simplicité, on va essayer de refaire ça en Europe pour le lancement de notre marque. Parce que comme ça, on sera même déjà en avance. Quand TikTok Shop va arriver en Europe, ça va être une dinguerie. Et on sera bien prêt, on saura les concepts qui fonctionnent. Et ça, je conseille à tout le monde d'analyser vraiment TikTok Shop, Calodata, tout ça, toutes les métriques qu'on a à l'intérieur de ça, le chiffre d'affaires qu'on voit en live, et c'est quand même fou. Hein. C'est comme à l'époque Shopify, on pouvait voir le chiffre d'affaires avec les trackers, maintenant un peu moins. Là, on peut le voir avec TikTok Shop. Et peut-être ça va être patché, mais à l'heure actuelle, il faut analyser cette data de TikTok qui va arriver en Europe. Et c'est ça le futur. C'est ça où il y a le gros du chiffre d'affaires à faire pour l'Europe, en tout cas. Ouais. Du coup, ce serait quoi vos conseils pour maximiser les résultats avec des micro-influx qui font justement des promotions de votre produit? Ce serait quoi les conseils justement dans le système à mettre en place pour que ça cartonne derrière? Pour moi, on arrive dans un monde où on va totalement se décorréler du schéma il y a des gros influenceurs et il y a des non-influenceurs. Pour moi, on rentre dans une société où tout le monde sera un peu influenceur. Donc, moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je trouverais entre 200 et 500 micro-influenceurs qui ont entre 5 à maximum 40K sur TikTok, sur Instagram, et j'enverrai mon produit gratuitement à tous ces gens en leur demandant de poster pour moi gratuitement et qu'en même temps, leur faire un lien d'affiliation et qu'elles touchent un pourcentage sur chaque vente qu'elles génèrent. Comme ça, ils sont tellement motivés, ces gens-là, parce que ces micro-influenceurs, ils ne gagnent pas énormément d'argent. Et du coup, ils se sentent vraiment skin in the game. Ils partagent, ils vont faire 4 stories par jour si ça se trouve, parce qu'ils voient que ça marche et puis que ça génère de l'argent. Donc, je pense que je partirai dans une stratégie comme ça. Pareil, un peu stratégie affiliation, un peu comme Prozis, que ça les motive et surtout qu'ils voient que ça rapporte de l'argent pour d'autres micro-influenceurs, nano-influenceurs. Et c'est ça qu'on va faire. Après, on a une stratégie un peu similaire d'envoyer des produits gratuits que je ne peux pas forcément développer parce que sinon on comprendrait ce qu'on lance. Mais c'est bien planifié, avoir une stratégie où c'est qu'on voit les autres performer avec. Donc, par exemple, Prozis, on voit que ils sont devenus énormes avec leurs codes d'affiliation, etc. Et vraiment, on ne peut pas hésiter à rémunérer à la juste valeur les micro-influenceurs parce qu'un micro-influenceur qui performe peut être utilisé plusieurs fois. Donc, c'est ça. Ouais. Mais je pense que même, là, on va un peu plus loin dans le futur, mais je pense que même dans le futur, Zara, H&M, peut-être les gens auront leur code d'affiliation. C'est déjà le cas avec Temu. Temu, ils ont explosé. Hein. D'ailleurs, il est devenu le plus riche de Chine, je crois, le founder. Ah ouais. Il me semble. Hein. L'entreprise, en tout cas, qui a eu la croissance la plus élevée, c'est sûr. Leur stratégie pour vraiment être présent partout aux US, c'était influence. C'était influence. Et les influenceuses ont eu leur pourcentage. C'est ça. Moi, je suis en train de développer le process. C'est pour ça que je vous ai demandé, comme ça, je pourrais améliorer mon process. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va tester avec pas mal d'influx. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est le volume qui compte. Ensuite, au niveau de la qualité, on va former chaque influx. C'est-à-dire, ils devront passer juste
juste prendre connaissance d'une petite formation, ok, comment se mettre devant la caméra, la lumière, le cadre. Parce qu'il faut savoir, si t'as pas une bonne lumière, c'est mort. Si c'est pas cadré, que tu vois pas les émotions, c'est mort. Ouais. Enfin, c'est... Donc déjà, juste une petite formation, comme si c'était des content creators, pour avoir une qualité. Guidé sur le hook aussi, parce que si tu commences mal la vidéo, t'as pas d'attention, c'est mort. Donc en fait, juste au moins le 20 du 80, au moins être sûr de ça. Donc ils savent comment se présenter devant la caméra, certains hooks, les aider sur ça. Les settings aussi de la caméra. Ouais, de les l'iPhone. settings, ouais. Nous, on a comme une petite mini-formation pour les content créateurs, qui est très bien. Et ensuite, voilà, on teste du L'environnement volume. aussi. L'environnement, 100%. Nous, souvent, on met des plantes. Je sais pas s'il y a une plante derrière moi, mais c'est pas pour rien qu'ils mettent dans ce podcast, parce que ça convertit mieux. C'est clair. C'est prouvé. Rien de trop pointu. Rien de trop pointu. C'est ça. Des formes arrondis, des fonds agréables. Tu vois, qui tournent devant une bibliothèque derrière avec trop de chenilles, ça va pas. Je sais pas si ça se dit chenille en Suisse, c'est du bordel. Ouais. Je sais pas comment traduire. Le ton aussi de la voix. Ouais, tu le leur ton. donnes. Ouais. Après, je pense que là, on va être ça va être peut-être trop poussé de pouvoir former les gens sur une formation qui est trop longue. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Mais moi, je pense qu'il faut simplement en fait avoir un script qui est reproductible et puis en fait. Moi, en tout cas, comme les influx. Quand j'ai travaillé avec des influx, j'avais un script. Après, je l'adaptais un petit peu. Si c'était une des plus grosses influx que je payais 10 000, je vais peut-être adapter le script pour que ça soit plus personnalisé à elle. Mais toutes les petites qui postaient, au final, elles avaient un peu toutes le même script. Ouais, de toute façon, la créatrice adapte ton script toujours. Je pense qu'il faut leur laisser un maximum de liberté, mais il faut qu'ils soient comme conscients des points importants. Il faut qu'elle soit formée. Voilà, il faut qu'elle soit formée un minimum. Et puis ensuite, de tester un volume d'influx. Et ensuite, sur ces volumes d'influx, d'analyser la data. Ok, c'est toutes les typées marocaines qui fonctionnent, par exemple. C'est toutes les... Ok, on va capitaliser, on va reprendre 200 influx qui ressemblent. Et ça, je l'invente pas. Ça, c'est ce que font certains top players d'e-commerce qui font 60e l'année. J'ai entendu une stratégie. Simplement, ce qu'il fait, c'est que lui, il fait plus que les autres. Donc, il teste beaucoup plus d'influx. Sur ces 100 influx qu'il a testés ou content créateur, il va reprendre les mêmes types, les lookalikes des top content créateurs qu'il a eu. Et c'est ce qui lui permet de scaler comme ça. Parce que tu as des content créateurs qui vont venir parler à une audience et qui marchent. Donc autant capitaliser là-dessus. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils prennent des content créatrices qui matchent pas, qui résonnent pas. Mais sauf erreur, j'ai plus le nom, mais il y a une app qui permet justement de suivre les micro-influenceuses et de savoir en fait qu'est-ce qu'elles ont posté, si elles fonctionnent bien, etc. On avait entendu ça à ton mastermind. Mais j'ai pas pris l'app. J'ai pas pris l'app, malheureusement. Ou peut-être elle est dans mes notes. Faut que je retrouve ça. T'as Snowball. Il y avait ça, il y avait un autre aussi. T'as aussi InfluSpy qui est beaucoup moins connu, mais c'est pour les influx normaux. Ouais. C'est connu, InfluSpy. Oui. En tout cas, à l'époque, c'était numéro 1. D'ailleurs, c'est toujours assez puissant. Mais ouais, je pense que c'est dans les 5 à 10 prochaines années, entre l'intelligence artificielle et TikTok et un monde fait d'influenceurs, je pense qu'on n'est pas loin de ce qui va arriver, à mon avis. Et à nous de nous capitaliser, nous intégrer dans ce process, parce qu'au final, on est obligé de s'adapter au monde, quoi. Ouais, les choses changent vite. Vous voyez comment en 2025, vous? Moi, c'est focus sur les créas encore plus. Ça veut dire là... On est encore un peu dans l'Ads Manager, encore un tout petit peu, mais là, ça sera que les créas. Que les créas, organisation d'équipe, objectifs que tu veux avoir, le TAM, comme on a parlé. Et c'est ça pour moi. TikTok, excuse. Non, vas-y. TikTok Shop ou TikTok TikTok Shop, qui va arriver partout. Ouais. Mais d'ailleurs, TikTok va être banni. Enfin... Il y a des possibilités que ça soit banni aux États-Unis. T'as vu ça, c'est vrai, là maintenant, ça a remis à jour. S'ils le vendent pas aux États-Unis, ça sera banni en janvier. Donc, mais il y aura une solution. Il y aura, ils vont racheter ou il y aura. D'ailleurs, il y a une update. Je pense que maintenant, ça va faire un peu tard, mais en 2025, tout ce qui va être santé va être plus difficile à être promu sur Meta. On en a discuté ensemble. Ouais. T'arrives à développer c'est quoi la raison? Alors, Facebook l'a annoncé? Alors, Facebook a annoncé que ils allaient durcir la diffusion de tout ce qui est santé, c'est-à-dire tout ce qui va être médical, les termes trop médical, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus strict
Peut-être on mettra le lien de le communiqué qui sera updaté, parce que je crois pas qu'encore je crois pas qu'encore que toutes les règles soient communiquées. Mais en fait, la problématique de base pour comprendre la généralité, c'est que Meta, ils ont trop d'informations médicales sur les consommateurs et ça vient violer le secret médical. Ils ont trop de données, c'est ça? Ils ont trop de données, en fait. C'est-à-dire que tous les problèmes de santé que les gens ont, par exemple, si j'ai de l'arthrite, eh ben en fait, c'est quelque chose qui va être dans mon dossier médical. Et C'est un donc, très bon intérêt à l'époque. c'est ça. Et du coup, ça va être dans mon dossier médical et Facebook n'a pas à savoir si j'ai de l'arthrite, si j'ai du diabète ou autre chose. Et en fait, vu que le secret médical est très, on va dire, régulé, les médecins, ils n'ont pas le droit de parler de leurs patients, etc. Mais en fait, Meta, ils vont à l'encontre de ça. Et pour justement anticiper, si j'ai bien compris, des procès ou des choses qui pourraient arriver, ils vont justement mettre des grosses restrictions sur certains termes et certaines choses, quoi. Bah ouais, parce que quand tu fais une crowd qui parle arthrite, bah, tu vas targeter C'est ça. tous les gens qui Bien ont de sûr. l'arthrite. C'est ça. Bah, Et déjà, nous, et même on a les gens qui ont- capitalisé là-dessus, nous. Et même les gens qui ont un début d'arthrite, c'est-à-dire que Facebook aurait l'information sur les gens en fait qui ont juste cliqué pour voir. Oui, ça veut dire que ils ont tout. tu vois. Donc Ouais, c'est- ils ont en fait, tout. c'est- Mais Apple aussi a tout en soi. Mais après, ah ouais, c'est pas ça. d'ads. C'est ça. Mais c'était trop puissant. Parce que le fait de parler d'un problème, quand toi, tu es aware que tu as par exemple la neuropathie au pied, eh ben, c'est trop puissant. Parce que ça veut dire que tu es aware déjà dans ce stage-là, toi, tu parles. Mais le problème, c'est que ça fait trop médical. Mais c'est intéressant comme débat. Du coup, ça veut dire que c'est quoi? C'est la mort des produits de santé en e-commerce. C'est comment se positionner face à des produits de santé pour 2025 et les années à venir? Je pense grosse opportunité parce que ça va éteindre beaucoup de personnes. Ok. Mais du coup, quand ça éteint des personnes, ça va venir laisser de la place à d'autres. Mhm. Mais il faudra voir, faudra prendre connaissance des règles exactement, Mhm. puis après, moyen pour contourner les règles. Totalement. Unfair advantage. Tu regardes tout ce qui est interdit, tu regardes tout ce qui est autorisé, et tu vas à la limite. Tu vas toujours à la limite. Tout en est. Comme les étant- avocats, quoi. Faut que ça marche, juste un petit peu. Tant que t'es white, tant que tu dis les choses et que tu les fais, c'est bon, mais à la limite. Mhm. C'est les meilleurs entrepreneurs, ils sont Ah, toujours c'est à clair. la limite des choses. Toujours borderline. Tous les plus grands. Border, mais vraiment Ouais. bien. Genre, il n'y a pas de problème, le client est content, Facebook content, mais il y a voilà. Comme les avant-après, le Ouais. hack du carrousel Excellent, ça. qui est puissant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce petit hack, en gros, on a sur Facebook Ads le avant-après qui est un peu restreint. Et en faisant des images avant-après dans une ads statique, une seule, on ne peut pas le faire. Facebook crame ça à 500 km. Par contre, quand on essaye de faire ça avec un format carousel, où c'est que sur les carousels, il y a les cards, et on en met un, deux différents, là, on peut justement faire du avant-après. Et justement, ça, c'est des petites choses. Il y aura forcément ça en 2025 quand la règle va arriver, où c'est qu'on va pouvoir jouer sur des choses comme ça et push un maximum et faire un maximum d'argent pendant que les autres pleurent et disent que c'est la fin de la niche santé. C'est méga intéressant ce que tu dis parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut être créatif en termes de marketing, mais ça va au-delà de ça. Il faut aussi être créatif en termes de technique. Et tu vois les outils que tu as à disposition, et ensuite de ça, tu vas justement jouer avec eux pour être accepté ou pouvoir faire comme de la pub. Et ça, je trouve, c'est puissant. Pour moi, les meilleurs e-commerçants, les meilleurs dropshippers, c'est les débrouillards. Ouais. Parce qu'ils s'adaptent. Ouais, c'est vrai. Totalement. Moi, je me rappelle quand il y avait le Covid qui avait frappé, on n'avait absolument pas le droit de vendre Le Covid qui avait frappé. tout ce qui est des choses dans le Covid. On ne pouvait pas faire de la publicité. J'ai quand même réalisé, j'ai fait des 10 KD stables avec des désinfectants. Et ensuite, j'ai fait des journées à 69 000 en un jour. J'avais vendu des désinfectants à une station d'essence. Ça, c'était pas avec Facebook Ads. Mais après, stable, avec Google Ads et tout, en ayant les bons mots, en disant les bonnes choses, on arrive à toujours passer. Quand on a quelque chose qu'on veut atteindre, on y arrive. Nous, on avait vendu aussi un produit. C'était un produit que tu mettais juste sous le masque, comme ça, qui faisait en fait que la buée n'allait pas sur les lunettes. Et ça, c'était un banger, mais trop puissant. Vous avez fait beaucoup de chiffres avec ça? Énorme, ouais. Énorme. C'était genre, ça pouvait taper du 40-50 KD, mais stable. Vraiment stable. Parce que le marché était énorme. La demande était énorme. Énorme. Et puis surtout, c'était le produit tendance du moment, quoi. Donc ça nous a beaucoup aidé à faire à l'époque où on faisait 100 KD. Et c'était vraiment puissant, quoi. Excellent, excellent. Mais comme quoi, ce que tu dis pour juste rebondir là-dessus, c'est dire que quelque chose qui arrive comme le Covid, des gens pourraient se dire c'est horrible, tout va s'effondrer, l'économie est morte.
mais en fait, tu trouves des opportunités à travers en fait quelque chose que les Ouais. gens. Et c'est ça, il faut être rapide, il faut être un des premiers et être vraiment. L'argent, il aime le mouvement. Donc, quand il y a eu ça qui est arrivé, toi, tu les as lancés assez rapidement. Tu as vu quelqu'un peut-être les faire, tu les as lancés directement. Ouais. Moi, les désinfectants, si je suis arrivé un mois après, j'aurais rien vendu. À la fin, il y a toutes les grosses entreprises qui ont compris qu'il y avait un manque C'est de ça. désinfectants. Ils ont mis toutes leurs équipes en place. Nous, on a profité du fait qu'on était une petite équipe. Du coup, on allait rapidement. On a pu faire beaucoup d'argent là-dessus rapidement. Et le fait d'être rapide quand il y a ce genre de choses, ça joue aussi un énorme rôle. Parce qu'après, tu capitalises, tu as le momentum et tu vas plus vite. C'est ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que en termes d'équipe aussi, donc tu as dit on était une petite équipe, on va super vite, mais là on était en train de parler d'équipe, donc d'équipe qu'on met en place avec différentes personnes. Quand on commence à créer un paquebot, est-ce que vous avez l'impression des fois que les choses vont un peu plus lentement? Et si oui, comment pallier à ça quand on a une équipe? Une bonne question. D'ailleurs, juste pour faire une petite aparté avant de te répondre, Yes. il parlait de justement des opportunités. Vous parlez des opportunités et du timing. Ce qui serait important, comme on le fait déjà un peu, dans ce podcast-là, on mettra toujours au courant les grosses actualités. C'est-à-dire, s'il y a une opportunité, on le dira à chaque fois. Comme ça, ceux qui écoutent, bah, ils seront là pour manger dans le bon timing, pour pas être en retard. Donc, nous, dès qu'on sait une info importante, comme là, pour Meta, on le partage, juste que les gens soient aware de ce sujet. On mettra les nouvelles importantes dans le monde de l'e-commerce et les opportunités on a à saisir. Comme Calodata, les gens se rendent pas compte, mais tu trouves des formations que tu payes cher qui partagent juste ça. Ouais. T'as payé nous, on le 1000 balles partage. pour trouver Calodata à la fin de la formation. Et nous, on le partage. Donc, pour répondre à ta question, donc c'était comment éviter quand tu as une trop grosse équipe que ça aille trop long. C'est une très bonne question et je ne considère pas avoir une tellement grosse équipe pour pouvoir répondre juste. Donc, je vais répondre par rapport à ce que je pense et par rapport à ce qu'on a eu. C'est qu'en fait, il faut pouvoir prendre des décisions rapidement. Donc, même si c'est une grosse équipe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend les décisions rapidement. Tu peux avoir une énorme équipe, mais si tu en as un qui est là et qui prend une décision puis qui donne aux autres d'appliquer, ça s'applique vite. Tu peux avoir une équipe de 500 personnes, ça va vite. Mais le problème, c'est que souvent, des équipes de 500 personnes, il y a un qui prend une décision, il y a les chefs de secteur, etc. Ça prend du temps. Souvent, ils veulent faire des rendez-vous. Donc, j'ai pas une équipe de Google, une équipe d'Alibaba, de grosses boîtes. Donc, je pense eux pourraient répondre mieux que moi. Mais je pense que c'est une problématique qu'il faudrait éviter quand tu grossis trop. Ouais. Et je pense pour moi, en termes d'humain, il faudrait essayer de construire n'importe quel business en ayant le moins d'humains possible dedans. Ça rajoute des problématiques difficiles à gérer. Ouais, surtout avec l'IA qui arrive, Elon Musk qui arrive, qui rachète Twitter, qui enlève la moitié ou plus des employés et que ça se comporte mieux, bah, ça montre que le gros paquebot, peut-être qu'il se fait devancer par le petit. mais oui, c'est très important. Et les Alibaba, tout ça, ils ont des grosses équipes et c'est ça qui fait qu'on scale. Moi, j'ai pas encore une énorme équipe, mais je me suis déjà formé à en avoir une, notamment. Bon, c'était une période un peu quand il y a eu les NFT. J'avais une très grosse équipe. Et le livre Traction est un livre parfait pour ceux qui veulent avoir une équipe et avoir une grosse équipe et être bien structuré. Le fait de faire un appel par semaine pour OK, là, il y a tel point qui a à gérer, telle chose, tel problème. Ça, c'est l'objectif de la semaine, etc. C'est faire des tout petits meetings d'organisation. Ça peut Comment il s'appelle le livre? Traction. Très bon livre. Qu'on parle dans une musique, je crois. Et ça serait bien qu'on le mette. Ça serait bien qu'on le mette. Merci pour la value comme. Donc, qu'est-ce qu'il parlait juste de ce livre? Juste comme ça, on sait. Justement, d'organisation d'équipe, structuration, le fait que chaque employé sache ce qu'il fait, la mission, etc. Enfin, pas forcément la mission, mais suivre tout ça. Et la structuration, les CRM, etc. Unité. Donc, tout ça. Traction. Le scaling. Ouais. C'est en français? Ouais. Moi, je l'ai en anglais. Ok, mais je pense qu'il doit y avoir une version française. Bah, c'était à l'époque des NFT, quand ça avait bien pris, j'avais entre guillemets un mentor qui a fait 100 fois plus que moi au période des NFT. Il m'a dit j'ai lu cela et j'organise toutes mes équipes avec ça. Lui, à l'époque, il m'avait partagé le CRM qui s'appelle ClickUp, donc qui est assez poussé. Et à l'époque, il était vraiment pas connu. Et j'ai découvert ça, j'étais mais attends,
toutes ces tâches, toutes ces structurations qu'on peut faire. J'étais perdu. J'ai dû prendre une formation d'1 semaine pour apprendre ça. Et ensuite, il m'a expliqué que avec ton équipe qui est bien structurée, tout ça, tu fais des choses qui sont énormes. Donc oui. Mais totalement. du coup, en termes d'équipe, parce que c'est vrai que bah, là, il y a des gens qui nous regardent qui sont avancés, qui ont peut-être déjà des équipes. Et il y a des gens qui peut-être réalisent, grâce à cette discussion, qu'ils aimeraient bien commencer à monter une équipe. Vous, pour vous, dans l'ordre, c'est quoi les différents postes qu'il faut mettre en place justement pour avoir une équipe, une dream team, on va dire, pour tout casser en e-commerce? C'est de travailler sur la partie créative de l'équipe. Mais après, c'est ce qu'il a dit aussi juste avant. Donc, ça veut dire commencer par l'équipe, l'objectif. Et suivant ton objectif, l'équipe sera différente. Ok, mais par exemple, imaginons que là, je viens de me lancer en drop. J'ai fait mes premiers 100K, 200K. Et Mensuel? Ouais. mensuel. Et puis, je viens de vous dire, bon, là, je travaille comme un taré, je fais 14 heures par jour, je fais tout. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour passer à 500K ou 1 million? Bah, ça dépend de ta vision. Ça C'est dépend de la quel est- marque, de la vision, du business. Pour 90% des business, c'est déléguer le SAV. Mais voilà, ça Totalement. dépend. Donc, la première chose, moi, c'est quelque chose de clair comme ça que j'aimerais savoir. Donc, pour vous, premier poste, c'est SAV. On délègue la SAV, c'est la première chose à faire. Ouais. C'est Totalement. ça? Ok. Ensuite de ça, on passe à quoi? Donc, on a une bonne équipe SAV, la SAV est gérée, on doit juste faire un call par semaine pour que tout soit bon. Ensuite de ça, on passe à quoi? Ça dépend de ta vision. Si ta vision, toi, c'est tu fais 20K par mois en bénéf et tu veux faire 30 ou 40, ça va pas être les mêmes conseils que si tu veux dire, ok, bon, moi, je veux faire 1 M par mois, 200K de bénéf. Non, mais genre, je fais 200K par mois et je veux faire 500K Mhm. ou 1 million. Ok. Bah là, voilà. Là, il faut mettre en place une équipe plus professionnelle. Et du coup, Bah, après dans la la- SAV, je fais rentrer qui dans ma team? C'est trop. Pour moi, c'est trop. En fait, ça dépend de ton marché. Parce que peut-être que c'est juste un problème de créa. Donc, recruter des personnes dans les créas. Et ça va te faire scaler. Moi, j'ai scalé pas mal de marques dans ces eaux-là. À chaque fois, c'était le plus gros levier. Le plus rapide, c'était les créas. Donc, soit passer par une agence qui te montre des créas qui vont bien fonctionner pour toi. Et ensuite, tu les fais in-house et tu comprends ce qui marche. Euh, mais après, équipe, ça dépend, c'est au cas par cas. C'est trop. Ok. Ouais, je dirais toute l'équipe marketing. Le marketing, c'est ce qui peut te permettre d'avoir du cash flow, enfin, de faire des résultats. Si tu vends Mhm. pas, souvent, c'est que tu as un Mhm. problème marketing. Donc, déjà, avoir une équipe marketing compétente. Ça peut être toi qui sait faire les créas, qui sait faire le media buying. Mais si t'es pas bon media buying, si t'es pas bon marketing, tu vendras pas. Moi, pour moi, personnellement, ce que je dirais aux gens, c'est d'abord SAV. Mhm. Après SAV, c'est créa. Donc, éditeur d'abord pour commencer. Tu trouves un Mhm. bon éditeur et toi, tu vas pouvoir lui donner les directives qui vont pouvoir. Il va justement pouvoir appliquer ce que tu lui dis. Ensuite de ça, après avoir l'éditeur, tu mets un créatif stratégiste en place qui, lui, va prendre le travail de l'éditeur. Et tu prends quelqu'un aussi qui peut t'aider à faire tout ce qui est website. Je pense que déjà là, tu as 4 personnes. Et je pense qu'avec ce setup-là, tu peux monter à 500K, 1 million par mois si tu fais bien que tout soit rodé. Ensuite de ça, si tu veux commencer à améliorer, à mon avis, je pense que tu commences à améliorer justement, comme on dit, le diable se cache dans les détails et tu viens améliorer. Par exemple, tu prends un copywriter qui va venir relire tes pages produits pour ramener un mood dans tes pages, amener vraiment quelque chose qui va toucher encore plus le client. Et après, tu améliores comme ça. Mais je pense qu'une Dream Team, elle doit toujours partir d'un truc où toi, tu le fais d'abord, tu sais comment ça se fait et ensuite de ça, tu viens déléguer parce qu'en fait, tu es obligé après Mhm. pour trouver un certain moment, trouver du temps pour faire les autres choses, quoi. 100%. Je pense qu'il faut que tu maîtrises tout le funnel avant de déléguer chacune des parties. Ma question, c'est en gros, quelle est la team, la Dream Team à mettre en place? Moi, j'ai donné ma vision Mhm. et vous m'avez donné aussi la vôtre qui est peut-être un peu plus. C'est trop variable, ça dépend de la personne. Mais comme tu as dit, tu as quand même donné un critère, c'est 200 000 par mois qui veut passer à 500 000. Faut voir déjà si le fait de dupliquer dans un autre marché, c'est aussi intéressant à ce stade-là. 80% des cas, si c'est du Facebook ou TikTok Ads, c'est les créas à améliorer. Donc recruter plus là-dedans. Moi, j'avais suivi quelque chose cette semaine d'une agence qui expliquait comment ils stabilisaient des boutiques en drop ou des marques à 500K par mois. Et dans leur équipe stratégiste, donc dans leur équipe de créa, il y avait un créatif stratégiste qui vient avec les concepts, qui écrit les scripts et les briefs. On avait un coordinateur, donc je crois que ça c'est un assistant Mhm. créatif stratégiste, comme il disait. Celui-là, il vient engager les créateurs de contenu et il manage avec eux
la relation. Ensuite, on a un vidéo editor qui édite les vidéos que les acteurs donnent. Et ensuite, on a les créateurs qui peuvent être internes, payer un petit fixe mensuel pour que les créateurs restent tout le temps disponibles, qu'ils suivent les deadlines et que, entre guillemets, privatisent une dizaine de créateurs. C'est ça qu'ils recommandaient. Et eux, du coup, on peut en recruter plusieurs in-house et par projet. Super intéressant. Bah, si je peux te couper, j'ai cette semaine eu un rendez-vous avec créatif stratégiste d'une marque à 100 qui fait plus de 10 M par mois. Tu peux dire la marque ou... Je veux pas dire la marque, Ok. mais je peux montrer leur équipe à quoi elle ressemble parce que on a noté un schéma. Ah, Donc, je vais volontiers. juste voir si je retrouve dans mes notes, sinon on mettra ici, mais comme ça je le dis en direct. Donc c'est super intéressant. L'équipe qu'ils ont actuelle pour faire plus de 10 M par mois. 10 millions par mois. Ouais. Et Ouais, ils balancent 50 ads par jour. Ok. On mettra à l'écran. Là, je retrouve pas dans mes notes, comme ça les gens pourront analyser. C'est une valeur inestimable. De souvenirs, tu peux nous en parler un peu comme ça quand il y a l'image, il y a aussi toi qui explique un peu. Tu t'en souviens ou pas trop? Je peux rechercher. Il faut juste me donner 2 minutes et je retrouve. Ok. Toi, du coup, tu disais quoi par rapport aux créateurs? Certaines marques que je connais Mm. qui font beaucoup d'argent, ils privatisent les acteurs et comme ça ils sont tout le temps disponibles. Ils prennent des Et- exclusivités au mode. Voilà. Ouais. et comme ça ils les réutilisent toujours une dizaine d'acteurs Mm. ou 15 Mm. max Mm. pour certaines marques et ça tourne tout le temps. Ça tourne tout le temps et ça fait beaucoup. Et pour l'organisation, bah, ça va plus vite. On avait ça avec Ivancy à l'époque. Je sais pas vous connaissiez cette agence. Je sais pas si elle existe toujours. C'était une agence de micro-influenceurs. Mhm. Et tu payais genre, c'était vraiment cher. Je crois qu'on avait payé genre 30 ou 40K à l'année. Et en fait, tu avais comme une plateforme où tu avais constamment des micro-influenceurs à qui tu pouvais envoyer tes produits. Mhm. Je sais pas si ça existe toujours. Donc j'ai le process, je mettrai exactement tel que je suis en train de le dire. Donc il y a le creative director. Donc lui, le creative director, il va écrire les scripts, les storyboards, les briefs. Actor manager, about the profil et acteur needed. Ouais, les acteurs qu'il faut. Il va avoir vraiment cette vision par rapport au brief et ce qu'il faut pour éditer les briefs. Ensuite, à côté de lui, on a le media buyer. Donc ils travaillent ensemble. Creative et creative stratégiste et le media buyer travaillent conjointement ensemble. Donc le media buyer peut suggérer des améliorations, des choses à faire, et le creative stratégiste aussi. Donc eux, ils doivent communiquer ensemble, ils doivent analyser la data ensemble, c'est très important. Nous, on fait un call, nous, chaque lundi, entre media buyer et creative stratégiste. Donc déjà, il faut un media buyer qui est smart. Ouais, ça c'est important d'avoir un bon media buyer. C'est pour ça que moi, je le fais encore actuellement. On a des media buyers juniors qui m'aident à faire les lancements, toutes les petites tâches, mais tout ce qui est technique, mais voilà, la vision, analyser les data encore. C'est un point important que tu soulèves le fait que tu le fais encore maintenant. Je vois beaucoup de personnes qui font des 5 millions par mois, 3 millions par mois, faire constamment eux-mêmes le media buying sur Google Ads toute la journée, enfin pas toute la journée, mais managent eux-mêmes les ads. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre pour quand ça vient dans notre équipe, savoir s'il le fait bien ou pas, mais surtout le faire tout le temps parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Si tu le fais mal, en fait, c'est mort. Ouais. Mais c'est quelque chose qui revient, j'ai envie de dire souvent, voire tout le temps chez les gens qui chiffrent le plus qu'on connaît, c'est qu'ils gèrent encore leur ads, quoi. Ouais. C'est fou à dire. Ouais, mais... c'est fou à dire. Ensuite, on a actor manager. Donc lui, il va venir manager les acteurs. Il va venir choisir les bons acteurs pour les bons briefs. Faut savoir qu'à ce niveau-là, c'est un travail, c'est de la production. C'est comme du cinéma. Ouais. Donc, il va sourcer les bons talents. Eux, ils ont entre 6 et 10 in-house acteurs. Et ils en testent 5 à 10 nouveaux acteurs par mois. In-house. Ouais. Donc, c'est des acteurs employés par la boîte. Non, privatisés. Privatisés. Ok. Parce que si tu as ton acteur partout, ouais, ça perd en crédibilité. Je comprends. Et ils en testent 5 à 10 nouveaux acteurs par mois. Ok. Donc ça, c'est intéressant pour avoir du contenu. Excellent. Ensuite... Et les acteurs qui performent bien, ils les gardent. Ouais, ils les gardent et je pense qu'ils essaient d'avoir des variations. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on ferait. C'est d'avoir des variations des acteurs qui performent. Ensuite, ils ont des éditeurs managers ou un éditeur manager. Lui, c'est un lead editor. Donc lui, nous, actuellement, on a un creative assistant qui fait ce poste-là. Mais lui, en fait, c'est un top vidéo éditeur qui va venir déléguer les tâches au vidéo éditeur et s'assurer que tout est fait. Et c'est lui qui comprend mieux que tout le monde parce que c'est un vidéo éditeur, mais simplement, c'est un top vidéo éditeur.
Et il va aussi servir de Q&A. Il va répondre aux questions aux vidéo éditeurs. Il va s'assurer qu'ils font bien les vidéos, qu'ils ont le bon process pour bien travailler. Et en dessous, il y a les vidéo éditeurs Q&A. Donc, c'est 2 vidéo éditeurs analystes. Donc, je vais lire parce que j'ai pas bien compris cette partie. Donc, ça, c'est des vidéo éditeurs Q&A analystes. Ah, contrôle qualité, pardon, pas Q&A, sorry. Contrôle qualité. Donc, eux, en fait, ils vont venir analyser la qualité des vidéos. Donc, qu'il y a pas de. Les captions n'ont pas de typo, que tout est juste dans l'ADS, qu'il n'y a pas de faute, etc. Et puis ensuite, tu as les vidéo éditeurs. Et là, ils ont entre 5 et 6 vidéo éditeurs par team. Donc, je pense qu'ils ont des teams. Comme ça, ils peuvent analyser la productivité de chaque team. Wow. C'est fort. C'est très fort. Donc, à plus bas niveau, je pense qu'il faut juste suivre dans l'ADS le scripteur, le vidéo éditeur. Comme ça, vous pouvez voir ceux qui performent et ceux qui performent moins. Mais en termes de qui vient lier toutes ces personnes, c'est un project manager. Ils appellent ça le creative director, Okay. mais c'est le creative stratégiste. Okay. En gros, c'est le nom du creative stratégiste. Okay. Et qui ouais, excellent. Alors ouais, volontiers, si tu arrives aussi à m'envoyer sur Ouais. WhatsApp, là, c'est incroyable. Que de value, les gars, c'est puissant. Là, j'ai envie d'aller bosser. Là, j'ai les doigts qui frétillent. Il y a trop de trucs à mettre en place là. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est qu'après les podcasts, ça vous motive vraiment à travailler. C'est un truc de fou. Totalement. On arrive presque à la fin. Si on pourrait donner encore une petite value bomb chacun pour, puisqu'on a dit, parler de créa, etc. Moi, j'ai notamment quelque chose justement sur les créatives qu'on lance et que certaines marques pourraient oublier de modifier. Certaines personnes oublient ce point-là. C'est quand on cible une personne qui est un groupe d'âge un peu plus âgé et qu'on cible un groupe d'âge qui est plus jeune, de certaines choses dans la créative qu'il faut absolument modifier. Par exemple, les personnes assez âgées, la créative peut être un peu plus lente et le texte peut être un peu plus grand, pas d'émoji. J'ai vu que ça fonctionnait mieux. Et aussi les concepts plus lents donc, fonctionnent bien chez les personnes plus âgées. Donc, chez les jeunes, tout ce qui est court, rapide, fonctionne assez bien. Et chez les vieux, tout ce qui est mini VSL, tout ce qui est VSL tout court, ça fonctionne vraiment bien. Mais je dirais même rien que dans la typographie de la créative, on peut modifier 2-3 choses. Et c'est intéressant à prendre note pour les personnes qui scalent sur plusieurs démographies différentes. 100%. Tout ce que tu as dit, c'est exactement pareil pour nous. Et justement, pour cibler les jeunes, parce que j'ai parlé des personnes un peu plus âgées, en fait, il faut savoir que les jeunes sont tout le temps sur TikTok, sont sur Insta. Donc, tout ce qui est rapide, tout ce qui est attractif, tout ce qui est trendy, peuvent fonctionner à merveille en ads. Et du coup, les emojis aussi fonctionnent mieux. Les jeunes, ils ont un peu moins d'argent sur le compte bancaire. Donc, dans la structure de l'ads, parler du fait qu'ils peuvent économiser de l'argent, du temps, c'est des choses qui vont très bien fonctionner, alors que chez les personnes un peu plus âgées, peut-être moins. Parce que elles sont plus âgées, elles ont plus d'argent. Et ça, c'est 2-3 métriques qui peuvent peut-être donner des idées à ceux qui nous écoutent pour leur créative. Applicable. Je valide à 100%, c'est full value. Quelque chose que j'ai compris dernièrement, et je pense que ça peut intéresser les gens parce que c'est pas quelque chose que j'avais forcément intégré aussi bien, c'est l'importance d'analyser son ROS minimum avant de lancer un produit. Et en fait, plus on va avoir un ROS minimum qui est bas, plus on va avoir la possibilité de montrer beaucoup d'ads à notre audience. Je m'explique. Imaginons que quelqu'un lance un produit et il a un ROS minimum à 1.2. Une autre personne lance son produit et il a un ROS minimum à 1.8. La personne qui va lancer avec un ROS minimum à 1.2 va avoir la capacité de montrer 10 ads à l'audience, alors que la personne qui lance avec un ROS de 1.8 va avoir la possibilité de lancer seulement 4 pubs à son audience. Parce que tout est une question en fait de coût par acquisition et combien on peut payer en fait pour acquérir un client. Et je vais vous donner une métaphore très simple. Par exemple, si vous aviez 10 minutes pour convaincre quelqu'un de voter Trump, ou si vous avez 1 heure pour convaincre quelqu'un de voter Trump, vous avez totalement la possibilité d'avancer des arguments, de comprendre la personne, de lui amener des choses qui vont la faire réfléchir et changer d'avis.
Alors que si vous avez que 10 minutes, vous allez devoir être dans le rush, aller super vite, mettre tous les meilleurs éléments, mais qui vont peut-être pas la toucher. Et en fait, lorsqu'on comprend ça et qu'on comprend que le ROS minimum va nous permettre de montrer 5, 10, 15 fois plus d'ads à notre audience, que sur le long terme, on sera de toute façon winner. Et une chose aussi qui est intéressante, c'est la possibilité justement de mettre des abonnements sur les sites internet, parce que ça donne la possibilité que même si on est break-even sur nos ads, on s'en fout parce qu'on a de l'abonnement qui vient faire en sorte en fait qu'on est quand même rentable. Donc quand le concurrent essaye d'être rentable sur son ads, nous on n'a pas besoin d'être rentable sur notre ads, donc on peut dépenser plus, donc lui il est de toute façon hors game. T'as résumé et t'as rappelé un check qu'on avait oublié de mentionner quand on parlait des business à lancer, c'est la rentabilité du produit et avoir le reste break-even à 1,20 maximum. C'est ça. Du coup, moi, je pensais que c'était assez avec ce que j'ai partagé avant. C'est bon, t'as tout donné, frérot. Sinon, qu'est-ce que j'ai appris dernièrement Je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans les podcasts, je pense, mais c'est l'importance des feedbacks. C'est sous-coté à quel point les feedbacks sont importants. Et moi, je l'ai vraiment mis dans ma tracking list parce que je pense qu'il faudrait faire un feedback chaque jour, chaque semaine. Donc, on a des inputs qui rentrent. Il se passe un système, il y a les process, ça fait sortir des outputs. Et si on ne fait pas un feedback, il n'y a pas de pont entre les deux. C'est-à-dire on peut continuer à mettre les mêmes inputs et à faire le même process qui ressort les mêmes résultats et se plaindre sur les résultats. Alors qu'en fait, il faut avoir un feedback pour justement changer les inputs, changer ce qu'on fait rentrer dans la machine ou même changer le process pour améliorer les résultats. Et je pense que c'est tellement important que ça devrait faire partie de nos habitudes. Totalement. Donc, pour moi, chaque jour, il faudra analyser, faire un feedback sur ce qui s'est passé dans la journée, sur peut-être les inputs à changer, une fois par semaine, et même des fois prendre du temps au bout de certains cycles. Moi, je fais des cycles de 6 semaines de travail, où c'est que je prends le temps de prendre la hauteur, des fois de prendre un peu plus de repos, puis c'est là que tu as des idées, tu vois un peu de la hauteur sur des trucs qui allaient pas pour changer les inputs. Et là, je suis en plein dans ce travail-là, où c'est que j'ai remarqué que le gros input à changer, c'est justement de faire des feedbacks. Tu fais comment concrètement? Tu écris le soir 30 minutes, 15 minutes? À la fin de chacune de mes journées, Okay. je respire quelques fois, juste 3 fois, 5 fois, juste pour me calmer. Et je vais revenir penser à ma journée. Comme ça, je vais dérouler les choses. Puis je vais essayer de prendre la hauteur comme si j'étais pas dans le business. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Pourquoi je continue de le faire? Juste aléatoirement. Puis une fois par semaine, le samedi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si je devais changer une chose, ça serait quoi? Si je devais mettre en place un seul domino qui pourrait rendre le travail beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour le reste, ça serait quoi? Donc je réfléchis à ce genre de choses. Excellent. Quoi éliminer? Quoi enlever? Moi, je faisais ça, mais je le faisais mal, je pense, parce que je mettais qu'est-ce que j'avais fait de bien aujourd'hui. Et je mettais jamais je mettais chaque jour des petites phrases de qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui, de quoi je suis content, etc., gratitude, mais pas l'inverse. Ça pourrait être intéressant, comme tu dis, le feedback. On arrive à la fin du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci Vincent, merci Mathéo. Merci Nico pour l'outro. À bientôt. Ciao, ciao.